je n'avais pas de plan de carrière professionnelle. J'avais un plan financier. D'accord. Et c'était diversifier les sources de revenus. C'est parce que tu as une seule chose que quand la chose s'en va, tu as des difficultés. C'est ça. Je ne sais pas qui nous a dit que le CDI est une sécurité. Ce contrat à durée indéterminée. Indéterminé en français, ça veut dire qu'il peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc, comment quelque chose qui peut s'arrêter à n'importe quel moment peut être une sécurité? Pourquoi avoir décidé de te tourner vers la bourse? C'est l'un des supports les plus accessibles pour tout jeune qui veut démarrer l'investissement. Comment on peut gagner de l'argent vraiment avec la bourse? En début de propos, je disais diversifier les sources de revenus. C'est de ça que je parlais. J'ai envie de dire, tout le monde aime secrètement la bourse. C'est ça. Mais les gens ont juste peur. Mais le problème, est-ce que c'est pas parce que on trouve aussi la bourse un peu lente? Quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut pour gagner de l'argent, il te dit il faut travailler. C'est une réponse incomplète. Tu peux travailler, mais tu peux faire travailler ton argent. On va parler de comment toi tu gagnes de l'argent en bourse. Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour un autre épisode du podcast de l'investisseur africain dans lequel on reçoit des personnes avec des histoires très intéressantes, des parcours atypiques, des personnes qui vous inspirent et qui vous poussent à l'action. Vous me connaissez, moi je suis un homme d'action et de terrain et j'aime qu'on passe à l'action. Aujourd'hui, on va parler d'un secteur qui fait peur à beaucoup de personnes. Pourtant, c'est un secteur qui rend plusieurs riches et qui aujourd'hui peut vous permettre, vous, de pouvoir vous créer des sources de revenus supplémentaires, vous permettre de diversifier vos revenus et surtout vous permettre de pouvoir réaliser certains de vos rêves. Et pour parler de ce secteur très intéressant, qui de mieux qu'un expert dans ce secteur qui explique les choses de façon simple, de façon claire pour nous en parler. Aujourd'hui, on reçoit un profil très intéressant. Il a fait tous les plateaux de télé de la Côte d'Ivoire. Il est très connu ici en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'ailleurs dans votre pays, vous ne le connaissez pas, mais je suis sûr qu'après ce podcast, vous allez le connaître. Et restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous propose une surprise pendant ce podcast pour encore passer à l'action. Brice, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'être là aujourd'hui. Avant de te présenter, est-ce que tu peux me dire pourquoi ceux qui nous regardent aujourd'hui devraient regarder ce podcast? Déjà, merci pour l'invitation. Si vous êtes salarié en Côte d'Ivoire ou ailleurs, vous avez déjà dû remarquer que avec l'inflation, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Une solution pour vous serait de développer des revenus additionnels. Dans ce podcast, je vais vous montrer comment, avec la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA, qui est notre marché financier, vous pourrez, en tant que salarié, avoir des revenus complémentaires qui vous aident dans votre vie et vos projets. Ça, c'est la première cible et le premier résultat possible. Si vous êtes dans la diaspora, vous regardez Jean-Yves aussi que je suivais, et que je suis toujours même, et vous cherchez des opportunités d'investissement rentables et sécures en Afrique. Dans ce podcast, on va parler des marchés financiers africains et de la possibilité pour vous, depuis Paris, depuis Londres, depuis où vous êtes, avec votre téléphone, d'investir dans des entreprises africaines, coter sur des bourses africaines et gagner de l'argent. Et tout ça, c'est sous votre contrôle depuis votre téléphone. Et après, on pourra aller sur l'idée du retour au pays dont tu parlais. Je vais vous proposer aujourd'hui une idée dont les gens ne parlent pas beaucoup, mais vous pouvez revenir en Afrique avec de l'investissement. C'est-à-dire, depuis là-bas, tabler sur de l'investissement, pas des business, pas de l'entrepreneuriat, mais de l'investissement que vous pilotez tranquillement et qui prépare votre retour. Donc, voici les deux choses qu'on peut apporter à ton audience aujourd'hui. Ça, c'est génial. C'est bien que tu parles d'entrepreneuriat, d'investissement, tu parles de la différence. Aujourd'hui, tu démocratises quand même la bourse, tu en parles énormément et merci de faire ce travail parce que je pense qu'on avait besoin de quelqu'un qui allait le faire. On va parler de ton histoire, très inspirante aussi, de ta rencontre avec la bourse, de comment tu commences tout ça. Mais avant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand on dit bourse, ils savent même pas c'est quoi la bourse. Donc, en des termes simples, si tu dois définir la bourse, c'est quoi la bourse? L'idée de la bourse, je vais utiliser le mot lieu, c'est un lieu dans lequel les entreprises et les États viennent pour lever des fonds, pour financer les projets. D'accord. Donc, si je prends par exemple l'électrification en Côte d'Ivoire, le programme Électricité pour tous était initialement financé par le gouvernement. Et je crois l'année passée, 2023,
en raison de certaines demandes du FMI, ils ont dû arrêter. Mais s'ils arrêtaient, on perdait quelque chose qu'on a tous constaté qui était magnifique, c'est que la Côte d'Ivoire est en train de boucler son électrification. Et donc, l'État a ramené le projet sur le marché financier. Et on a structuré une levée, je crois que c'est 60 milliards, pour permettre de poursuivre l'électrification en Côte d'Ivoire. D'accord. Et ceux qui ont acheté, par exemple, ces titres-là qu'on appelle les obligations, auront un intérêt chaque année de l'État du Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Et derrière, nous, on a les poteaux électriques et tout ça. Okay. Donc, la bourse est un lieu où entreprises et États viennent avec des projets et sollicitent le grand public pour collecter de l'épargne pour aller exécuter. Okay. Et derrière, on rémunère les personnes qui donnent de l'argent qu'on appelle investisseurs. On les rémunère à travers des intérêts, à travers des dividendes ou à travers la progression du cours de leur action. Ok, donc en français simple, c'est une entreprise A qui est dans un secteur a besoin par exemple de capitaux. On va dire 1 million de francs CFA pour faire simple. C'est très peu. C'est très peu. C'est très peu pour 1 milliard. Voilà, on va mettre 1 milliard quand même, ça fait plus intéressant. Donc elle a besoin d'1 milliard. Et comme peut-être même parfois elle a ça dans sa trésorerie mais elle veut pas y toucher, elle va dire moi je vais aller sur le marché boursier et je vais lever tout cet argent. Donc, tout le monde peut donner... tout le monde donne. En général, c'est des tickets faibles, 5 000, des choses comme ça. Et quand elle agrège, elle exécute ce qu'elle a à faire. C'est ça. Et elle rémunère les investisseurs en intérêt, comme je dis, ou en dividende. En fonction du produit qu'elle a vendu. Okay. Donc, les produits, pour faire simple, actions, obligations. Action, ça fait de vous un copropriétaire de l'entreprise avec les fondateurs d'origine. Ok. Donc, moi, je suis actionnaire de Total, par exemple, ou bien de CIB et autres. Au titulaire d'une obligation, ça fait de vous un créancier. Un créancier. Donc, on doit juste vous payer vos intérêts et vous rembourser votre argent. C'est tout. Donc, quand une opération arrive sur le marché, tout ça, c'est clarifié. Donc, au départ, tu sais déjà le niveau de risque que tu veux prendre en souscrivant. Ok. Bon, j'aime bien la partie où tout le monde, du coup, peut investir en bourse. Oui, tout le monde. Pas besoin de prérequis nécessaires pour investir en bourse. Non, juste comprendre de quoi il s'agit. C'est tout. Il n'y a pas les bulletins de souscription, c'est votre nom, votre montant. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin d'être dans une catégorie socio-professionnelle spéciale, bref, tout le monde peut le faire et donc, du coup, ça vous intéresse. Tu vas quand même te présenter. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu as décidé de démocratiser la bourse? Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Je suis Brice Kouao. Je suis comptable de formation. J'ai exercé pendant 14 ans dans l'assurance et la réassurance. Parallèlement à ça, parce que tu as des profils qui ont démissionné pour entreprendre. Moi, j'ai fait les deux. J'étais aussi entrepreneur, donc fondateur de l'école de la bourse. Parallèlement à ça, j'étais investisseur en bourse et investisseur immobilier. D'accord. Donc, mon parcours, c'est tout ça ensemble jusqu'à ce que, après, avec le salariat, quand tu atteins un niveau, tu vois, tu peux faire un exit. Peut-être on aura la possibilité de parler de ça, la transition entrepreneuriale. On va parler de ça. Ça s'est très bien passé. Donc, il y a des conseils qu'on peut donner aux gens qui veulent quitter une carrière pour faire. Il y a des choses qu'on peut dire aussi dessus. Donc, moi, j'intégrais toutes ces activités-là. Et l'idée vraiment essentielle, c'est construire une sécurité financière. Et c'est progressivement dans la carrière qu'on rajoute des choses. Et puis qu'après, quand vraiment tout va bien, on va retirer des choses comme le salariat. Comme le salariat, ok. On va parler de pourquoi investir dans la bourse, mais moi, je veux qu'on s'attarde quelques minutes sur ta rencontre avec la bourse. Parce que, en fait, quand j'entends des Africains parler de bourse, nous, on n'a pas grandi dans un univers où on parle de bourse. Nous, on a vu plusieurs des business normaux. Donc, quand on voit un Africain parler tout le temps de bourse, est-ce que tu as baigné dans un environnement où on parlait déjà de bourse, dont tu étais habitué à ça? Comment, en fait, ta rencontre avec la bourse commence? Et puis après, tu nous diras pourquoi tu as décidé de vraiment investir en bourse. Déjà, j'ai pas baigné dans le domaine. D'accord. J'ai pas de parents, d'oncles. J'ai pas d'histoire familiale sur ça. Genre, papa n'était pas boursier, non, pas du tout. J'ai pas cette histoire-là. D'accord. Et pas pareil aussi avec l'entrepreneuriat. Donc, ce qui se passe, c'est que l'arrière-plan familial, comme je l'expliquais en privé là, est fait d'un départ dans des conditions aisées, je le dis comme ça. Donc ta famille, ils sont quand même aisés au départ. Oui, au départ. Donc maison de fonction, voiture de fonction, en tout cas des commodités intéressantes quand je suis à 5 ans, 6 ans. D'accord. Tu vois. Et après, il y a du chômage.
Ok. Donc, il y a du c'était quoi? chômage. C'était papa qui avait un très bon travail, je suppose? Oui, maison de fonction, tout, en fait. Tout. Voilà. Imagine-toi ça dans les années 80, voilà. Donc, il est dans les techniques agricoles, c'est un ingénieur. Donc, quand tu es dedans, et qu'après il y a des difficultés, sur le champ, la réponse qu'on te donne quand tu es enfant, c'est papa a perdu son emploi. Ok. Donc, tu es ado, tu dis, ah, on souffre maintenant parce que papa a perdu son emploi. Ok. Et puis après, quand tu grandis, tu vois que non, en fait, c'est pas la bonne réponse parce que d'autres ont eu des difficultés, ils n'étaient pas employés forcément. C'est ça. Donc, quand je commence à travailler, moi, je viens avec une énergie dans la carrière. D'accord. Je n'avais pas de plan de carrière professionnelle, mais j'avais un plan financier. D'accord. Et c'était diversifier les sources de revenus. Maintenant, pourquoi tu veux diversifier? Bon, après, ton papa, certes, il était, vous étiez aisé et tout. Après, il perd son emploi, je suppose. Quand il perd son emploi, vous rentrez vraiment dans une spirale difficile. Donc, toi, tu grandis un peu avec tout ça. J'ai fait toute l'adolescence. Je crois que c'est à partir de la classe de première qu'il a retrouvé un travail qui n'était pas aussi convenable qu'avant, mais qui n'était plus passé. Imagine-toi, d'ingénieur, il était chauffeur de taxi. Wow. Il a accepté. Moi, j'ai appris le travail et l'humilité avec lui. Un ingénieur, voiture de fonction, maison de fonction. Il devient chauffeur de taxi, à Djamé, Cocody, la ligne, là. Même pas compteur pour dire que tu as le confort de la clim. Donc, ce genre de ligne pour maintenir au moins le pain. C'est ça. Tu vois, pour maintenir au moins la survie. Et il y a eu aussi, bien sûr, tout l'appui de la grande famille et tout ça. Donc, quand tu commences à travailler, tu te dis, qu'est-ce qui fait que finalement, on peut avoir beaucoup de choses et puis après on n'a plus rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup pour ton papa? Bon, après, comme je dis, il a retrouvé un travail. Mais il a perdu le premier travail parce que... Oh oui, non, ça c'était juste conjoncturel. C'était un contexte économique, je vais dire mondial. Pour faire simple, hein, c'était un ingénieur technique agricole qui était dans la banane et dans l'ananas. D'accord. Donc, quand il y a eu les changements d'accords, je crois que l'Europe a ouvert son marché à je sais plus quelle partie du monde. Donc, la Côte d'Ivoire ne pouvait plus vendre et d'autres pays africains dans les mêmes conditions, la banane et l'ananas. Donc, la société dans laquelle il était a réduit le personnel et puis voilà. Après, il est rentré dans l'EVA et il a fait le projet clé en main de feu du président Bédié. C'est ça. Quand il y a eu le coup d'État, les projets de l'État s'arrêtent. Ça arrête avec le coup d'État. Le chômage qui va avec. D'accord. Donc, tu te rends compte que c'est pas parce qu'il y a des gens, bon, leurs parents ont eu des difficultés parce que peut-être le gars n'avait pas de niveau. Donc, tu te dis, bon, voilà. Mais ton père, il a un niveau. Il est ingénieur des années 70. Donc, c'est pas un problème de niveau. Donc, moi, je grandis avec l'amour de l'étude et tout ça. Mais après, tu te rends compte que c'est une réponse qui est incomplète. Si c'était l'intelligence scolaire qui était la solution à la santé financière, à la sécurité financière, ce gars-là, il devait pas avoir de problème. Complètement. Tu viens dans ma famille, mon père, les gens le respectent, le gars, il est brillant. Actuellement, à la retraite, il enseigne dans les écoles, l'agriculture, tout, il est correcteur au BTS, il propose des sujets. Le mec, il est bon, tu vois. Mais tu te rends compte que si c'était ça qui était la réponse, ben non, on n'aurait pas dû avoir de problèmes. Ah ouais, complètement. Mais si on a eu des problèmes, c'est que c'est pas la réponse. Donc, qu'est-ce que tu penses qui manquait à ton papa? Et je pense que c'est peut-être ça que tu veux combler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui manquait à ton papa? Ce que j'ai compris, c'était que si on a eu des problèmes, c'est parce qu'on avait une seule source de revenus. C'est ça. C'est pas parce qu'il a perdu son emploi. Les gens perdent leur emploi. Les gens, il y a des choses qui se passent. Leur emploi aussi. Voilà. Ouais. C'est parce que tu as une seule source que quand la chose s'en va, tu as des difficultés. C'est ça. Donc, quand je commence à travailler, je vais pas te faire le coup de j'ai juré sur moi j'écris pas, j'ai pas les trucs qu'on colle sur les, tout se passe à l'intérieur de moi. D'accord. J'ai pas de trucs où tous les matins je répète des choses. Non. J'ai un monde intérieur. Je passe beaucoup de temps à l'intérieur de moi. Les gens qui me connaissent bien vont te dire il est sympathique tout, mais de prime abord quand tu le connais pas, il est comme antipathique, froid. En fait, je passe beaucoup de temps à l'intérieur de moi. Au monde intérieur, je m'y plais. J'apprécie ma propre compagnie. Tu vois. Donc, dans mon monde intérieur, il y a des résolutions qui ont été prises. Ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Peu importe le nom de la source. D'accord. Donc, quand je deviens salarié, pour moi, c'est même pas un sujet. Pour dire, comme je suis salarié maintenant, c'est même pas un sujet pour moi. J'avais déjà une entreprise avec des amis là. J'ai maintenu l'entreprise. Je suis rentré en bourse. Je suis rentré en immobilier. Et on va continuer ça, en fait. Parce que la véritable sécurité, comme cette table-là, c'est de pouvoir reposer sur plusieurs socles.
Je sais pas qui nous a dit que le CDI est une sécurité. CDI, c'est pas contrat à durée infinie. C'est contrat à durée indéterminée. Indéterminé en français, ça veut dire qu'il peut s'arrêter à n'importe quel moment. Mais comment quelque chose qui peut s'arrêter à n'importe quel moment peut être une sécurité? Non, parce qu'on me dit, ça peut s'arrêter un jour, mais ça va pas s'arrêter maintenant. Non, c'est pas la bonne définition de indéterminé. Indéterminé, c'est qu'il peut s'arrêter à n'importe quel moment, incluant, on change les accords. ACP, bon, allez, vous n'avez plus de travail. Ah, on enlève Bédier, bon, vous n'avez plus de travail. Mais c'est ça, mon père, il était en CDI. Mais tu aurais pu penser à plusieurs choses. Par exemple, quand tu te rends compte qu'il faut créer plusieurs sources de revenus, tu aurais pu penser à côté du salariat, peut-être investir dans l'immobilier à l'époque, hein, je te parle quand tu commences avec la bourse, ou dans des taxis, parce que nous, on a tous grandi un peu avec le business où tu as ton travail et puis à côté, tu fais pas mal de petites choses. Pourquoi avoir décidé de te tourner vers la bourse? Non, déjà, le parcours, maintenant, de formation, le parcours en termes de diplôme, parce que je suis comptable, donc me mets quand même dans la finance et on découvre tout ça dans la formation. Bon, j'ai envie de dire, tout le monde aime secrètement la bourse. C'est ça. Mais les gens ont juste peur. Donc, on grandit, on voit les choses, on voit les films, on étudie tout ça. Maintenant, après, quand tu parles de transport, quand tu parles d'immobilier, il faut savoir que ce sont des activités qui coûte de l'argent. C'est ça. À l'époque, quand moi j'ai commencé à travailler, j'avais 156 910 en janvier 2009. Quand tu épargnes même 50 000 par mois, tu peux pas faire du transport. Tu peux pas faire de l'immobilier. Donc, on le dit pas, mais la bourse est accessible. C'est l'un des supports les plus accessibles pour tout jeune qui veut démarrer l'investissement. Ah bon, pourtant on se dit qu'il faut beaucoup d'argent. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En fait, ta question me fait réfléchir parce que je peux. Tu vois, quand on écrit les livres là, ta question me fait dire, mais c'est vrai, pourquoi en 2009, j'ai pas fait le transport? Mais la réponse est évidente. J'avais 156 910. Le transport, il faut des millions. L'immobilier, il faut des millions. L'agriculture, il faut quand même, mon père était dedans, il m'a dit, 1 hectare de VA, c'était 1,2 million à l'époque. J'avais 156 910. Tu fais 1 hectare de VA comment? Ok. Donc aujourd'hui, comme hier, la bourse reste le support que tous les jeunes en début de carrière, tu vas avec 100 000 francs, tu ouvres ton compte, une action totale coûte 2 000 francs, une action CE coûte 2 000 francs, tu commences ces investissements. Ok, mais on va se demander est-ce qu'on peut gagner l'argent avec ces niveaux d'investissement, ça on va en parler. Mais au moins c'est accessible. Je veux dire que, voilà, tu comprends maintenant mieux que on ne le dit pas. Je me rends compte que je l'ai jamais dit, mais pour le début de carrière, c'est vraiment ce qu'elle a apporté de tout le monde. D'accord. Sans se prendre la tête. Les actions coûtent 2 000, 3 000, 5 000, tout le monde peut en acheter. Wow, et puis après, tout le reste, ça va arriver, la maison, les voitures, mais au moins les actions là, tout le monde peut faire. Donc, selon toi, la bourse reste le niveau de l'investissement le plus accessible. En tout cas, quand je te parle, quand je réfléchis par rapport aux questions que tu as posées, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que tu peux faire 2 000 francs, qui est légal, qui est encadré, que tu peux suivre de ton téléphone. Non, je connais pas. La plupart des choses impliquent plus que ça. Ok, donc on est toujours dans la même mouvance. Donc, pourquoi, selon toi, les gens devraient investir dans la bourse? Je pense que tu as déjà donné quelques éléments des réponses à travers ton histoire. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir diversifier les revenus, l'accessibilité aussi? Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui devraient pousser les gens à investir en bourse? Il y a beaucoup de raisons. Si je prends, par exemple, l'idée de quelqu'un qui veut investir et ne pas se faire arnaquer, on peut travailler sur cette idée-là. Aujourd'hui, comme je dis, on a eu beaucoup d'arnaques en Côte d'Ivoire. Et pas qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique. Voilà. En Afrique même. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui ne parlent pas d'investissement, ils disent, pardon, je vais pas perdre mon argent. C'est ça. Mais, il faut dire à ces gens que il existe des entreprises, comme tu l'as compris là, qui lèvent des fonds légalement, avec des autorisations, et qui sont là, qui payent des gens depuis 26 ans. Il n'y a pas de problème. Donc, comme on est dans un podcast vraiment free, Total Côte d'Ivoire. Moi, je suis actionnaire Total Côte d'Ivoire. J'ai sur le compte des enfants 5 000 actions. Ils vont payer les dividendes mardi. C'est 200 francs par action. Ils vont me virer 1 million. Pourquoi moi, je gagne l'argent sur Total Côte d'Ivoire depuis des années dans la paix du Seigneur et les gens se font arnaquer? Parce que ils n'ont pas su que Total vendait des actions. Ils ont préféré des gens qui avaient des voitures finalement qui n'avaient pas forcément les des plantations qui n'existaient pas, tu vois. Ça. Donc la bourse vient comme une solution d'investissement légale, fiable, disponible pour tous ceux qui voulaient investir
et qui avaient peur de se faire arnaquer. Mais le problème, est-ce que c'est pas parce que on trouve aussi la bourse un peu lente? Ça dépend de la stratégie que tu mets en place. En Afrique, on veut avoir l'argent rapidement et en se disant qu'on investit en bourse, ça c'est un autre sujet. Mais ça dépend de la stratégie que tu mets en place. Tu peux faire du trading en bourse. Okay. Et je n'invente pas le mot. Ok, le ça mot c'est bien. Le mot existe. C'est bien que t'en parles. Voilà. On va se dire, bon, les gens de la diaspora nous regardent, les gens aussi du pays, de l'Afrique. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de bourse, qui travaille, il y a des gens qui sont ingénieurs, d'autres qui ne le sont pas, donc qui est très occupé, qui travaille. S'il veut investir en bourse, comment il peut le faire? Et qu'est-ce qu'il doit le faire? Et qu'est-ce qu'il doit faire? Déjà, la démarche est la même pour tout le monde. D'accord. Tu ouvres un compte titre. D'accord. Un compte titre, c'est le compte pour les opérations de bourse. En France, aux États-Unis, il y a différents noms. Ici, c'est compte titre. Et il faut aller vers qui pour ouvrir un compte titre? Les structures qui font ça s'appellent SGI. Société de gestion et d'intermédiation. D'accord. Dans les groupes bancaires, vous avez les banques, accessoirement les assurances, et les filiales du marché financier, SGI, et des fois SGO. SGO, c'est ceux qui font les fonds communs de placement. Donc, dans la plupart des groupes, si vous êtes à Société Générale, BNP, NCA, il y a des filiales. Donc, on peut pas citer ici les noms, parce que c'est un podcast neutre, mais tous les groupes que vous voyez là, ils ont des filiales marché financier. Ça s'appelle SGI. Donc, vous verrez finance à côté. Donc, Tantampion Finance, Tantampion machin, ou mes Securities. Voilà. Mais il y a quand même des entreprises que toi tu conseilles, que tu pourrais conseiller. Il y a des entreprises avec lesquelles on travaille. Mais je veux dire, ton podcast n'est pas orienté. Non, voilà, pas forcément, mais c'est pour dire. Donc, première chose, on peut par exemple aller en banque et puis dire, je vais investir en bourse, est-ce que je peux ouvrir un compte? Et vous leur demandez quel est le SGI. Le SGI. Ils vont vous dire le nom de le SGI, ils vont vous donner la localisation, tout. Vous faites ça. Vous ouvrez, le compte s'appelle compte titre. Et les montants varient en fonction des SGI. Donc, on a des comptes titres à 50 000, 100 000, jusqu'à 50 millions. Ok. Donc tout à l'heure, quand on parlait de l'accessibilité, tu vois que 50 000, quand même, beaucoup de gens peuvent payer. Tu vois. Avec 50 000, dans une SGI qui est au Bénin, avec laquelle on travaille, beaucoup de gens peuvent payer. Voilà. Comme nous, c'est l'Afrique qui est notre cœur. Donc, ici, je pense qu'on a la BRVM. Je sais plus si on dit BVRM. Non, BRVM. Bourse régionale des valeurs mobilières. Ok. Donc, on a la BRVM. On va se concentrer sur la BRVM pour voir comment on peut investir à la BRVM. Donc, pour ceux de la diaspora, parce qu'ils se posent la question, est-ce qu'ils peuvent investir à distance depuis la diaspora à la BRVM? Oui, c'est la même procédure d'ouverture de compte titre, sauf que nous, on a la faculté de se déplacer. D'accord. Mais la plupart des gens que je forme ne se déplacent pas. On envoie des mails. Donc, c'est le même principe. Et la documentation est là. Vous envoyez les mails. Vous remplissez, ce sont des contrats. On crée le compte. Le compte est sur une plateforme de trading. Chaque SG a sa plateforme de trading. Donc, tu as ton compte depuis n'importe où. Donc, comme c'est un podcast, on peut pas montrer malheureusement. Je vais montrer mes comptes. Ça tient dans les téléphones en fait. Donc, peu importe où vous êtes, vous avez accès à votre compte. D'accord. Et maintenant, en fonction du pays, la contrainte qu'il peut y avoir n'est pas liée à la bourse, mais liée aux transactions. Donc, si je suis peut-être en Iran, faire un virement en Afrique sera plus compliqué que je suis en France. Mais la SGI attend juste ton argent. Quand l'argent est là, on positionne et puis tu fais tes achats avec. Pareil, quand il y a les gains, tu leur demandes de ramener. Donc, toujours, un virement Côte d'Ivoire, France, sera peut-être plus facile à faire que si tu es en Iran. C'est clair. Donc, le vrai enjeu, c'est plutôt de vous poser la question, comment je fais venir l'argent, comment l'argent revient. Selon l'activité elle-même, la SG ouvre votre compte, ça prend une semaine, puis c'est tout. C'est tout, en une semaine? Oui, c'est-à-dire c'est le délai moyen. Il y en a qui font un peu plus vite de tout, mais en moyenne, en une semaine, l'affaire est bouclée. Ok, donc je récapitule pour ceux qui nous suivent, parce que je veux vraiment que vous soyez nombreux, les gars, à investir en bourse, surtout à la BRVM. On va voir une SGI, soit on va dans une institution bancaire ou une autre institution financière, ou on tape juste SGI. on peut aller même sur le site. On peut aller sur le site de la BRVM. Ok. Les acteurs, vous avez toutes les SGI du marché avec les contacts et les liens de redirection. Ça, c'est bien ça. Voilà. Donc, si vous voulez faire plus court, avoir toute la liste, la BRVM a déjà hébergé ça sur une page. Ok. Donc, allez-y sur le site et puis voyez. Donc, on crée un compte titre auprès d'une SGI. Après, on vire l'argent vers ce compte titre.
L'argent est sur le compte titre. On commence à investir. Maintenant, les gens vont se demander comment on sélectionne les entreprises dans lesquelles investir. Comment maintenant ça se passe? On fait une formation comme celle que je donne, comme dans d'autres structures. En gros, on étudie les performances de l'entreprise, la rémunération, les perspectives et on émet une opinion. D'accord. Et l'opinion va changer dans le temps en fonction de comment ces paramètres-là évoluent. Est-ce que c'est pas là qu'on perd beaucoup de personnes? La partie où il faut commencer à analyser. C'est cette partie que nous faisons, que les SGI font. Je sais que toi, tu vas pas le faire. Donc, faut juste se dire que quand on ouvre un compte titre, on doit bien choisir sa SGI, choisir une SGI qui produit de la recherche. Quand on prend une école de bourse, on doit prendre une école de bourse qui produit de la recherche, en tout cas qui dispose de recherche. Faut pas juste, parce que certaines personnes disent par exemple, je peux me former sur YouTube, ou bien je peux acheter un livre. Bon, le problème c'est que le livre va pas venir chaque semaine te dire, par exemple, on a eu les chiffres de Onatel Burkina qui sont sortis cette semaine. L'école là-bas va produire sa note ce dimanche sur Onatel. Et on a nos partenaires qui ont déjà produit leurs recherches. Donc, on va mettre tout ça à disposition de la communauté. Le livre va pas te faire ça. Parce que c'est quand même quelque chose qui avance. Donc, la bourse, les marchés financiers, c'est dynamique parce que les entreprises, elles évoluent, elles ont une actualité. Elles sortent le chiffre chaque trimestre. Donc, chaque trimestre, quand les chiffres sortent, on met à jour les études. Donc, tu dois dans une SGI ou tu dois dans une école qui peut te fournir cet appui-là. Et puis après, ton travail, c'est juste de prendre des décisions. Ok, mais il y a quand même des critères peut-être que les entreprises dans lesquelles on doit investir doivent respecter. Est-ce qu'il y a il y a une liste de critères? La compagnie doit avoir telle taille, elle doit être dans tel secteur. Ça dépend de ta stratégie d'investissement. Ok, on parlera des différentes stratégies. Si tu es trader, tu vas pas te poser les mêmes questions qu'un rentier comme moi. Ok. Mais en gros, la recherche qui te permet de prendre la décision, là, pour revenir à ta question, là, elle peut être fournie par tes partenaires, école ou SGI. Okay. Donc, c'est pour ça que on demande aux gens de se former, de bien choisir les SGI, parce qu'après, quand tu fais pas ça, tu te retrouves dans un endroit où tu es livré à toi-même. Et tu dis, j'ai pas le temps de faire tout ça. Mais qui t'a dit que les autres ont le temps de faire ça? Donc, la solution, c'est de se faire former, de se faire accompagner. Être dans un environnement où ce travail-là est déjà fourni. D'accord. Et puis toi, tu as juste le travail de la décision. Ok. Et c'est ce qu'on vous proposera d'ici quelques minutes. Comment on peut gagner de l'argent vraiment avec la bourse? Parce que bon, on a mis dedans. On a mis dans la bourse. Comment on peut concrètement gagner de l'argent avec ça? C'est quoi les mécanismes qui nous permettent de gagner de l'argent? D'accord. Je vais limiter mon propos aux actions. Parce que moi, je n'achète pas d'obligations. J'ai jamais acheté d'obligations. D'accord. Peut-être après on pourra tu as déjà dit, mais si tu peux nous dire la différence. C'est quoi une action? C'est quoi une obligation? Et puis en plus, on a les FCP qui sont là. Donc, une action fait de vous le copropriétaire de l'entreprise. Okay. Une obligation fait de vous le créancier. Le créancier. Donc, si on reste sur l'idée de gain, une action va vous envoyer des dividendes. Une obligation va vous envoyer des intérêts. Des intérêts. Les intérêts sont stables, garantis. Le capital est garanti. Tout est garanti. Mais le taux de rendement est, moi, je l'estime faible. Okay. On est dans les eaux de 7%. Une action peut vous servir même du 10, 15, 20%. En fait, les rendements des actions n'ont pas de plafond. Pas de plafond. Elles suivent les performances des entreprises. Donc, quand tu investis, tu as cette décision-là à prendre, qui est fondamentale. Est-ce que je recherche la sécurité pour mon capital ou est-ce que je recherche la prospérité? C'est une question philosophique. C'est même pas une question financière. Il y a des gens qui jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Il y a des gens qui jouent au jeu de l'argent pour gagner. Quel est le jeu que toi tu joues? Ok. Mais donc, c'est cette réponse qui donne le type de produit que tu achètes. Que tu achèteras. Mais comme la plupart, je sais, sont salariés, ceux qui suivent cette chaîne, et forcément des gens qui n'ont pas peut-être trop le temps pour faire du trading. J'ai pas encore parlé de trading. Là, on n'est même pas dans le trading. Je parlais des produits, des actions, obligations. Tu me demandais chez les produits. Non, je ne parle même pas du trading même. Je disais juste que dans le choix du produit, choix du produit, il y a déjà comme une première disposition. Okay. Je veux gagner de l'argent ou je veux ne pas perdre mon argent. Okay. Et ça donne pas le même produit. Donc, si je veux gagner mon argent et de l'argent, qu'est-ce que je dois faire? Si je ne veux pas perdre, je m'oriente vers les obligations. Voilà, tous ceux qui suivent ce podcast, il existe des produits financiers où le capital est garanti. Oui. Rémunération garantie, délai garanti. On appelle ça les obligations. Les obligations. Donc ça, déjà, c'est pour tous ceux qui ont peur. Voici la réponse. Maintenant, il existe aussi des produits qui peuvent vous permettre de gagner vraiment de l'argent
avec aussi les risques qui vont avec. C'est plutôt du côté des actions. Parce que moi, j'investis en bourse, je le fais en France, je l'ai fait à Dubaï, mais moi, je laisse la SGI décider. Donc, en fait, j'ai pris un truc avec plusieurs banques. J'ai pas besoin de citer leur nom. Ils te promettent en fait un certain pourcentage du 6% annuel et c'est eux qui font tous les arbitrages, ils font tout. 6% ça correspond chez nous aux obligations. Aux obligations, donc voilà. Ouais. Après, je crois qu'ils mélangent un peu en obligations, un peu en fonds le capital assuré et puis après en actions qui fluctuent et tout. Donc, si on veut ne pas perdre de l'argent, c'est plus vers des obligations qu'il faut partir. Voilà. Et ici, le marché obligataire est plus grand même que le marché action. Il y a plus de 100 lignes d'obligations disponibles contre 46 lignes d'actions. Donc, les gens ont vraiment le choix sur cette partie-là. Maintenant, si on veut s'amuser un peu, on va vers les actions. Je vais pas admettre ça dans l'amusement. Comme on est dans un podcast de finance, il nous fallait déjà répondre à ceux qui ont peur. C'est ça. Donc, si vous avez peur, voici la réponse. Maintenant, si vous voulez gagner de l'argent, avec les actions, il y a deux types de gains. Les actions, c'est que les intérêts. Les actions, il y a le dividende et il y a la plus-value. D'accord. Donc, quand vous achetez une action, vous pouvez l'acheter, la garder. On va vous rémunérer chaque année. Cet argent qui vous est versé là, il est versé comme un salaire. D'accord. Mais on n'appelle pas ça salaire en finance, on appelle ça dividende. C'est la rémunération du capital que vous placez quand vous investissez sur une entreprise. Votre capital est toujours là-bas. Vous avez toujours les actions. Les actions. Donc, en début de propos, je disais diversifier les sources de revenus. C'est de ça que je parlais. Donc, je vais prendre un cas. Ce mois-ci, on est en septembre. Les gens sont en train de travailler. À la fin du mois, ils vont avoir un salaire. Dans ce même mois de septembre, où eux vont avoir un salaire, moi aussi, je travaille, j'ai mon entreprise, j'ai l'école du labo, j'aurai ce que l'école me verse. C'est ça. Mais j'aurai en plus 2 revenus qui viennent de Total Côte d'Ivoire et du Sodeci. D'accord. Total Côte d'Ivoire a fait 8 milliards et quelques de bénéfices. Ils vont partager 10 milliards, je crois. Ils ont pris un peu dans les réserves. Ça nous fait comme 200 francs par action. Non, moi, j'en ai 5 000, ça fait 1 million. Qui va venir le 17. Et au niveau de la Sodeci, j'en ai 1200 à 481. Bon, après, vous pourrez faire le calcul. Ça fait une certaine somme là. Donc, j'aurai peut-être du 1,5 million, du 1,6 million qui vont venir ce mois de septembre. Donc, imagine-toi, tu es salarié. Tu as ton salaire qui vient. Je sais pas à quel montant. Et tu as en plus Total, CIE, Sodeci, qui te vire 500 000, 1 million. C'est ça que nous on fait. C'est ça que nous on enseigne aux gens. Diversifier les sources de revenus en capitalisant sur une rémunération qu'on nous a pas enseigné quand on était petit. La rémunération du capital. On nous a enseigné le travail. Quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut pour gagner de l'argent, il te dit il faut travailler. C'est une réponse incomplète. Tu peux travailler, mais tu peux faire travailler ton argent. Et surtout, tu peux faire les deux en même temps. Donc, pendant que tu es en train de travailler, rémunération du travail, salaire, en même temps, ton argent à Total ou CIO, je sais pas quoi, rémunération du capital, dividende. Et les deux sont virés sur ton compte. C'est ça que j'enseigne. D'accord, super. Donc, on a vu un peu les deux, les actions, les obligations. Actions, je me suis limité à dividende. À dividende, voilà. Maintenant, après, tu peux aussi parler de plus-value. La plus-value, ça rentre maintenant dans l'idée du trading, dont tu parlais. Donc, au lieu de m'asseoir et d'encaisser des revenus chaque année, j'étudie le marché en me disant, j'achète à un niveau et je sais qu'ils vont atteindre un autre niveau. Donc là, ce n'est plus annuel. Chaque trade a sa durée. Donc, je vais prendre le cas de Total. Les Total que j'ai achetés, je les ai achetés à 2000. J'ai acheté en début d'année. Bon, enfin, progressivement, quoi. Actuellement, je suis à 2600. Donc, si je veux, je peux renoncer aux dividendes et revendre mes Total. Je vais gagner 600 francs de 2000. Ça fait 30%. J'ai mis 10 millions sur Total. C'est ça. Ça fait 3 millions. Je vais gagner ça en peut-être quelques mois. Après, je vais te chercher les dates. Donc, tu peux te dire, au lieu que mon argent soit un stock qui est à la banque ou en assurance, et puis ça produit rien, je vais faire de mon argent un flux. Ça va, ça vient, ça va. Et chaque mouvement dégage quelque chose. Donc, 3 millions, par exemple, ça achète un terrain. Bon, bien sûr, il n'aura pas, c'est ça. Il n'aura pas tous les papiers. Ça dépend mais aussi. Ça te montre un peu comment, sur un trade, un seul, tu peux avoir l'argent d'un terrain. Donc ça, c'est, comme maintenant, c'est des stratégies d'investissement. Donc, j'achète des actions, je les stocke, je suis payé chaque année. On appelle ça investissement de rente.
J'achète du vent. On appelle ça trading. Super. Donc, chacun maintenant, à l'intérieur du monde des actions, définit sa propre stratégie en fonction de où son cœur est placé. Ok. Donc, on va prendre plusieurs profils. Et puis, je veux ton avis sur ce que tu conseillerais. Ce sont des conseils, pas des obligations à agir. Il y a les financiers, ils ont plein de termes compliqués. Donc, quelqu'un qui est salarié, qui vit dans la diaspora, qui visiblement n'a pas du temps pour trader. Voilà, ça, on va être clair dessus. Mais qui veut se créer une source de revenus complémentaire. Investissement de rente. Ok. Voilà. Tu vas nous dire ça. Ou quelqu'un qui est dans la diaspora et qui veut revenir en Afrique. Il y a certains qui veulent juste prendre une année sabbatique, par exemple. Et se dire, moi, je veux revenir en Afrique 12 mois. Et pendant ces 12 mois, je veux pouvoir avoir 1 million de francs CFA par mois, par exemple. Stratégie de rente aussi. En fait, chaque fois que tu cherches du revenu régulier, c'est de la rente. D'accord. Maintenant, la rente, c'est permanent. C'est-à-dire, c'est toute la vie de Total que Total nous paye. Total ne nous paye pas une seule annie. Okay. Donc, ce n'est même pas une idée de 12 mois. Après 12 mois, tu vas toujours gagner ça. C'est, quand on fait du trade, on fait aussi, on peut dire de l'investissement de croissance. C'est quand on réfléchit en financement de projet. C'est ça. Donc, je veux financer de l'immobilier. Je veux financer un pèlerinage à la Mecque. Je veux financer un business. Je veux financer des études supérieures. Je peux, c'est ce qu'on nous a tous appris, épargner en accumulation pour ça. C'est ça. Donc, j'ai 100 000 francs d'épargne par mois. J'épargne 1 million par an. Sur 5 ans, ça fait 6 millions. C'est ça? 1 million ouais. Ça fait 6 millions. Ouais. Et avec ces 6 millions-là, je vais acheter mon terrain. C'est ce qu'on a tous appris. Ouais. Sauf que, tu peux investir en bourse avec le trading ou l'investissement de croissance et la progression de l'action va te donner le résultat pour acheter ton terrain tout en préservant ça. Donc nous, on a des cas à l'école de la bourse de construction de maisons, d'achat de maisons avec des plus-values. Wow. Donc, il y a vraiment cette idée, tout ce qui est revenu, c'est rente. Et tout ce qui est financement de projet, c'est trading ou investissement de croissance. Ok. Donc, ce que tu dis, au lieu de garder son argent sur des comptes d'épargne à 3, 4, 5%, il est plus intéressant de mettre ça sur un produit boursier. Oui, on va donner des taux pour que tout le monde comprenne. Donc, si on prend l'Afrique comme point de repère, produit bancaire classique 3%, 3,5%. Contrat d'assurance, tu vas aller chercher dans les 5, obligations 6, 7. Rendement des actions, rendement de première année, 10%, 9, 10. D'accord. Donc, Total, je l'achète à 2000. Total me partage 200. Ça fait 10%. Donc, on gagne, je dis comme ça, on peut gagner 3 fois plus sur une action cotée qu'à la banque. C'est ça. Donc, si les gens veulent des trucs concrets comme ça dans la tête, si j'achète une obligation, je peux gagner 2 fois plus qu'à la banque. Si j'achète une action, je peux gagner 3 fois plus qu'à la banque. D'accord. Maintenant, avec les actions, le taux de 9-10 là, c'est pas un taux qui est figé. C'est un taux qui évolue en fonction des performances de l'entreprise. Parce que ça peut être aussi négatif. Oui, si l'entreprise ne paye pas de dividendes. Pas négatif, mais nul. Elle ne paye pas de dividendes. Donc, dans les formations, on explique, on donne les noms des entreprises qui ont des historiques de dividendes. Hier ou avant-hier, je crois que j'ai écrit sur Facebook, Société Générale en Côte d'Ivoire, c'est 20 ans de paiement de dividendes sans interruption. Voilà. Mais est-ce que sur la BRVM, on a plus d'entreprises qui payent des dividendes ou il y a des entreprises qui s'abstiennent de payer des dividendes? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'abstiennent. On en a plus qui payent. On en a plus, je crois, 30, 35 sur combien? Sur 46. Sur 46. Ouais, voilà. Donc, 46 côtés, on peut dire que quand même plus de la moitié. Voilà, plus de, sans me tromper, plus de la moitié paye des dividendes. C'est important aussi d'avoir ces différences-là. Il y a des entreprises dans lesquelles vous allez investir, mais qui ne vont pas vous donner des dividendes. Et là, du coup, c'est sur la plus-value que vous allez compter. Chez nous, même, on n'en a pas, on n'en a qu'une seule. La plupart du temps, ils en payent moins. C'est-à-dire là où une autre va partager 70% de son bénéfice. Les entreprises dont tu parles là vont partager 30 à 40%. Ok. Je sais pas si on peut donner les noms, mais ce sont des profils. Donc, quand les gens se forment, on explique que telle banque est dans telle
orientation. Donc, il paye 30% de ce qu'il gagne. Tel autre paye 70%. Maintenant, quel serait l'avantage pour un investisseur, du coup, d'investir sur une entreprise qui paye plus les dividendes et avoir plus de revenus. C'est tout. C'est tout? Oui. Mais parce qu'une entreprise qui garde son argent, du coup, qui décide, qui a une politique de payer moins de dividendes, donc forcément, censé se développer. Elle est censée se développer. Ouais. On ne sait pas si elle va pouvoir. Donc, toi, tu préfères, on gagne l'argent un peu maintenant. Je réponds juste à ta question. Ça pour te montrer que l'autre, c'est un projet. D'accord. Donc, je garde votre argent pour grandir. Peut-être que tu vas y arriver. Alors, on va s'en sortir. Okay. Peut-être que tu casses la figure sur la route. Je vais pas citer de nom, mais il y a un grand groupe bancaire sous-régional qui a des problèmes actuellement, mais des problèmes vraiment très graves. Ils avaient été repris et le régulateur des banques a dit non, vous devez être recapitalisé tout. Donc, c'est pas tous les projets de développement qui aboutissent correctement. Ok. Tu me diras le nom. Voilà, l'autre, par contre, il dit, j'ai fait 10 milliards, tenez 7. L'année prochaine, si j'ai fait 12, je vous donne. Donc, c'est des philosophies. C'est pour ça que quand vous formez, ça vous permet de comprendre tout ça. Les entreprises ne sont pas dans le même paradigme. Certaines, comme tu dis, se projettent. D'autres font un peu moins et partagent ce qu'elles gagnent. Okay. Quand tu arrives, tu dois savoir et choisir. Mais du coup, ça veut dire que quand on investit en bourse, on doit se tenir informé assez régulièrement de tout ça. Oui, c'est-à-dire soit tu fais la recherche, soit tu es dans un environnement où la recherche t'est fournie pour avoir ce type de réponse-là. Donc, on va te dire, voilà dans quoi ils sont. Et c'est en connaissance de cause que tu y vas ou tu ne vas pas. Souvent, les gens pensent que quand les gens disent, ils n'ont pas payé de dividendes, nous, on est surpris. On n'a pas surpris. C'est leur habitude. Ah, ok. Voilà. Donc, souvent, les gens disent, non, toi, tu crois que quoi? Et s'ils ne vous payent pas? C'est toi qui es surpris quand ils payent pas. Sinon, c'est leur habitude. C'est dans leur, comme tu dis, c'est dans leur plan de développement. C'est ça. Ils l'ont même dit des fois. Donc, quand tu es dans un bon écosystème, c'est en connaissance de cause que tu t'engages. Et comme tu dis, l'angle que tu prenais, tu y vas en te disant dans 5 ans, dans 10 ans, bon, le groupe bancaire, dont je dirais pas le nom, sera numéro 1, machin, voilà. Ou bien un autre, aujourd'hui, là, on mange. Et puis bon, voilà. Ils cherchent pas à être quoi que ce soit. Ils sont là, ils sont 5e. Voilà. Ils cherchent pas à devenir les filiales de grands groupes, là. Ils n'ont pas ce type de projet-là. C'est ça. Je peux pas dire de nom, mais c'est les groupes bancaires africains, par exemple, qui ont des projets de croissance, machin. Une filiale d'un grand groupe bancaire européen ou marocain qui est ici, son travail est très simple. Il fait ce qu'il a à faire, il envoie les dividendes de la maison, mais on enlève pour nous dedans, c'est fini. C'est fini. Ok. Donc ça, quand on vous explique, maintenant après vous prenez vos décisions. Après vous prenez vos décisions. On va parler de comment toi tu gagnes de l'argent en bourse et comment on va bien rentrer dans les détails dans la pratique. Mais j'ai une question là qui me taraude depuis. On a la BRVM et puis on a les places boursières ailleurs. On a Euronext, on a le New York Stock Exchange et puis on a plein d'autres places boursières un peu partout. Quel serait l'avantage pour quelqu'un de la diaspora qui peut investir sur la bourse de Paris, par exemple, sur des entreprises cotées là-bas? Quel est son avantage à lui et pourquoi il devrait venir investir à la BRVM? Déjà, les volatilités. Si je reste sur le marché action, les volatilités et les profils de risque des entreprises ne sont pas les mêmes. Bon, je vais mettre des chiffres dessus pour qu'on se comprenne. Faut mettre, pardon. Quand vous êtes quand une action est cotée, elle fluctue. Maintenant, ce que les gens, tout ça, c'est à cause de Hollywood. Les gens ne savent pas, c'est que les fluctuations ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Il y a des bourses comme la BRVM où les fluctuations sont bornées. Chez nous, c'est 7,5% par séance. Ok. Donc, peu importe le problème que l'entreprise a, l'argent ne peut monter ou baisser que de 7,5%. Sauf dans les cas où il y a détachement de dividendes. Quand tu dis l'argent ne peut monter ou baisser, est-ce que c'est la valeur de l'entreprise qui monte ou baisse? C'est le cours de bourse. Le cours de bourse. Par exemple, mes actions totales, je prends 2000 francs comme base, ne peuvent pas, sur une séance de cotation, passer de 2000 à 2200. Ok. Ou de 2000 à 1800. Ça peut pas à la BRVM. Ces bornes-là créent un marché plus stable, en tout cas moins volatile que le marché américain, où les fluctuations sont libérées. Donc, je te prends un fait. Quand il y a eu le Brexit, tu peux regarder les comportements des marchés. Donc, tu as du moins 20, du moins 30 dans la même journée. Imagine-toi quelqu'un, mais c'est pour ça que les gens ont peur de la bourse. Tu mets ton épargne retraite. Et puis, la Grande-Bretagne fait je suis plus en Europe. Ouais. Lundi, tu as du moins 20. Mardi, tu as du moins 10. Mercredi, tu as du moins 20. En 3 jours, tu as perdu 50% de ton capital à la retraite. C'est normal qu'ils aient peur. C'est clair. Chez nous, ça, c'est pas possible.
Ça s'est jamais passé. Et tant qu'il y a la borne, ça va pas se passer. Ça, c'est un gros Donc, avantage. Quand alors. tu prends ça, tout le monde doit le savoir. Tous les marchés n'ont pas les mêmes règles de volatilité. Donc, c'est en connaissance de cause que tu vas aller sur Euronext ou sur SN ou que tu viens sur BFM parce que derrière, tu ne veux pas une certaine volatilité de ton épargne. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée concerne la nature des entreprises. Si je prends le cas de marché américain, tu as des startups qui, dans leur développement, viennent lever des fonds pour grandir. Tu as eu le cas de Jumia, par exemple. Toi qui es entrepreneur, est-ce que la croissance d'une entreprise est toujours une évidence? Statistiquement, non. Non. La plupart des entreprises échouent. 80% de la première année. Donc, imagine-toi un marché, maintenant je te mets une autre question, qui a pour client des gens qui viennent prendre l'argent pour se développer. Qu'est-ce que tu auras en général? Tu auras effectivement ce qu'on a dans les films là. C'est ça. Tu auras des crashs, tu auras des faillites, parce que c'est le type d'entreprise qui donne ce type de trajectoire là. D'accord. Qu'est-ce qu'on a à la BFM? On a des entreprises qui sont assises sur des monopoles. Le vendeur du courant, il est coté en bourse. La CIE. Moi, je suis actionnaire de CIE. La CIE n'a pas une activité aléatoire pour dire que, on a dormi, on s'est réveillé. Non, en fait, les gars gagnent de l'argent depuis avant qu'on ne naisse. C'est ça. Donc, tu as des entreprises comme ça, qui sont sur des monopoles. Tu as des entreprises qui sont des leaders de marché. Donc, ceux qui sont au port, Bolloré, c'est pas les seuls. Mais bon, je t'apprends rien. Donc, notre marché, par la qualité de ces entreprises, se retrouve avec moins de faillites. Toi, tu suis l'actualité. Tu as déjà entendu faillite à la BFM. On a eu une faillite en 20 ans. Trituraf. Oui. Ça. Donc, quand tu as une faillite en 20 ans, versus tout ce que tu as comme... Ailleurs, là. Le choix, je dirais pas le choix est vite fait. Pour moi, en tout cas, le choix est vite fait. Donc, les gens doivent aussi comprendre que chaque marché a ses entreprises. C'est ça. Le problème, il y a un seul marché qui fait des films. Celui de Lieu du coup. Voilà. On a l'impression que partout York, sur Terre, non. Le gars n'a un marché boursier. Vous avez entendu parler de crash là-bas? Non, sérieux. Il faut connaître. Pour faire simple, la bourse, c'est comme l'agriculture, c'est comme l'immobilier. Chaque pays, chaque environnement a son monde agricole, a son monde immobilier. Nous, par exemple, on n'a jamais de crash en immobilier. Donc, les gens doivent comprendre ça comme ça. Notre bourse a ses règles, ses réalités qui n'ont rien à voir au Hollywood. OK. Et puis, en troisième raison, est-ce que aussi on participe finalement ou on contribue à l'évolution des entreprises africaines? Oui, donc, quand les entreprises africaines, parce que aussi elles y vont, donc on a NCA qui est allé, on a Coris, on a Cofina, donc tu as ce sentiment-là de participer à l'aventure d'NCA. Tout à l'heure, j'ai pas voulu citer leur nom, mais c'est ces groupes-là, Cofina, NCA, Coris, sont allés en bourse lever des fonds pour se développer. C'est ça. C'est différent de si tu achètes des actions de Coca-Cola, où tu es là, tu encaisses de l'argent, c'est vrai, mais tu sens pas que tu agis dans l'histoire de quelque chose. Coca-Cola a déjà fait son histoire. C'est ça. Donc, un investisseur de la diaspora peut se dire, si je veux soutenir des entreprises en Afrique, les entreprises cotées sur les marchés africains, les entreprises africaines qui sont en train de pousser, mais je serais heureux de pouvoir dire j'ai aidé Coris ou NCA ou Cofina à devenir ce qu'ils sont devenus. C'est ça. En achetant leurs actions, leurs obligations. Bientôt d'Abali Express, nous, c'est l'objectif, c'est d'être coté en bourse. Voilà. Demain, Donc, et puis lever de l'argent. Ça nous donne une histoire comme ce que les Américains avaient avec Coca-Cola, avec McDo, Apple. Ils sont fiers à la fois de ce que ces entreprises sont devenues, mais aussi leur épargne en a été impactée. Moi, c'est ce que je dis aux gens. On peut pas être dans des pays où des entreprises se développent et puis notre épargne ne produit rien. Je suis totalement d'accord avec toi. Bon, tu vas nous dire un peu, toi, comment tu arrives à gagner de l'argent avec la bourse. Mais avant, j'ai l'impression que quand en Afrique, ou bien les Africains en général, quand on veut investir, quand on veut entreprendre, on se dit, je vais avoir tel montant par mois. Il y a des gens qui vont se dire, bon, moi, je vais avoir 1 million de francs de CFA par mois. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir 1 million de francs CFA par mois? Donc, avec la bourse, quelqu'un qui veut partir sur une stratégie de rente, qui se dit, il a besoin d'1 million de francs CFA par mois. Ce million-là, c'est peut-être pour vivre avec ça, c'est peut-être pour assurer la scolarité de ses enfants, c'est peut-être pour faire le PAA ou tout ça. Donc, si quelqu'un se dit, il veut ce montant, c'est un montant, mais c'est pour comprendre, quel est le niveau d'investissement qu'il doit faire en bourse finalement
pour pouvoir avoir 1 million de francs CFA par mois à peu près. Donc, ça va revenir à quelle est la rentabilité qu'on a en bourse. Voilà. Donc, comme tu l'as vu, il y a plusieurs stratégies. Donc, si on part sur les stratégies les plus sécures, on va aller sur un taux de rentabilité de 10%. 10%, 1 million par mois, ça fait 12 millions par an. Ça fait 120 millions de capital. Ok, donc il faut mettre 120 millions de capital. Si on prend les stratégies sécures. Sécures, 10%. Voilà. Maintenant, la formation, les recherches permettent d'améliorer ce taux-là. D'accord. Et aussi le temps. Donc, si toi, tu veux avoir ce que tu as dit l'année prochaine et que tu veux pas te fatiguer, la réponse est 120 millions. C'est ça. Je sais pas si tu vois. Donc 10% là quand même, c'est sans trop de complications, c'est possible. Sans complications, voilà. Ok. Donc il y a deux idées, sans trop me fatiguer et je veux l'avoir l'année prochaine. L'année prochaine. Mais il faut savoir qu'en bourse, le rendement évolue dans le temps. Donc je peux dire, je n'ai pas 120 millions. Est-ce que je peux pas l'avoir, ce résultat-là, en concédant quelques années et de sorte que ça m'aide à engager moins d'argent? Oui, c'est possible. D'accord. Donc, j'aimerais t'expliquer la notion de rendement progressif. Ce que les gens comprennent, c'est que quand on place de l'argent, ça donne un taux. Et dans l'inconscient des gens, le taux, là, il est stable. Sur les actions, c'est pas vrai. L'entreprise fait évoluer ses dividendes et ça fait évoluer le taux de rendement. Donc, si je prends un seul exemple, BOA Bénin, les actionnaires de BOA Bénin de 2013, là, aujourd'hui, leur rendement est de 30%. Je ne parle pas de rentabilité, je ne parle pas de plus-value, je dis juste rendement du dividende. En fonction de l'argent qu'ils ont mis à l'époque. Et de comment le dividende a évolué, le montant du dividende. D'accord. Donc, le dividende, par exemple, de Société Générale a été multiplié par, je crois, par 8 en 20 ans. Donc, toi, aujourd'hui, quand tu arrives, on va te dire peut-être 10%, 8%, mais le gars qui a acheté il y a 20 ans, là, ça fait pas... Donc, ça veut dire quelque chose d'important. Le plus tôt tu investis, le mieux c'est. C'est pour ça que les gens vous disent ça. C'est que quand tu investis, tu payes quelque chose aujourd'hui qui a une rentabilité aujourd'hui. Tu le payes au prix d'aujourd'hui. Je mets des chiffres pour que tu comprennes. Moi, je comprends, c'est surtout pour ceux qui nous regardent. Tu achètes du BOA Côte d'Ivoire. Exact. BOA Côte d'Ivoire coûtait 3700. Ok. 3700. L'action à l'époque. Il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans. BOA Côte d'Ivoire te paye du 360. Je crois que ça, c'est 2022. Du 540 2023, du 687 en 2024. Pour les 3200 que tu as investi. Quand on se met en 2024, eux, ils ont le taux. Mais les investisseurs de 2022, qui ont acheté l'action à 3700, regarde comment le taux évolue. C'est ça. 2022, ils ont 360 divisé par 3700. Ça fait les 10% dont je te parlais. Donc 10% chez nous, on appelle ça rendement de première année. Okay. Parce que la plupart du temps, tu gagnes en première année. Wow. Mais en deuxième année, BOA Côte d'Ivoire leur donner 540 francs. Fais 540 divisé par 3700. Tu auras le rendement de deuxième année. 2024, ils ont eu 684. Divisé par 3, ça fait un rendement de troisième année. Ils vont vers actuellement du 20%. Les gars de 2022. Donc, ça, quand tu comprends ça, tu dis, mais finalement, je suis pas obligé de me mettre dans une logique de, je viens beaucoup d'argent. Je vais mettre une autre variable, mettre un peu de temps. Donc, t'as l'effet boule de neige. L'effet boule de neige. C'est même pas ça, même. C'est même pas ça. C'est même pas ça, voilà. C'est vrai. T'as l'effet boule de neige qui vient se rajouter. C'est ce qu'on appelle rendement croissant. Donc, sur 5 ans, le 10% peut devenir 15, 20. Okay. Maintenant, ce que tu as dit, c'est l'effet rendement composé. Donc, je sais que j'ai pas beaucoup d'argent. Coach, je n'ai pas 120 millions. Mais comme j'ai 5 ans devant moi, je vais réinvestir mes gains tout au long des 5 ans. On appelle ça en finance rendement composé, effet boule de neige. Donc, tout ça mis ensemble me fait te répondre que sur 5 ans, le 10% là peut devenir 20, voire même du 25. Donc, si tu prends 25% par exemple, 12 millions / 25%, ça t'envoie chercher dans les 40. Ouais, c'est ça. Tu vois? Donc, je veux 1 million, comme tu dis, je veux 1 million. Je veux ça l'année prochaine. Je veux pas me fatiguer. Ok, viens, 120 millions. C'est ça. J'ai pas 120 millions. Ok, donc, assieds-toi, on te donne les nouvelles. Ok. Et puis, on t'explique certaines choses. Et puis, tu vois que même ceux qui ont moins obtiennent le même résultat. Cette année, moi, j'ai placé 30 millions, j'ai eu 12. Tu as eu 12 millions. Je suis à 40%. Quand même, ouais. Donc, c'est de la technique, c'est de la finance.
Ok. Maintenant, toi, du coup, tu as bien fait la transition. Tu as investi 30 millions, mais tu l'as pas investi les 30 Un coup, millions. voilà. C'est le Donc, capital progressif. Voilà. tu as commencé à investir quoi, en 2009? Non. En fait, j'ai 4 comptes titres. D'accord. Le seul compte dont je parle partout, c'est ce compte dont je vais te parler. Ouais, c'est celui-là qui est intéressant. Non, c'est du patrimoine familial. Je fais pas les émissions pour exposer ma famille. Maintenant, pourquoi tu décides d'avoir 4 comptes? Voilà, chaque compte répond à un rôle. Donc, à quoi, le compte dont on parle maintenant, c'est le compte qui abrite le compte des études des enfants. D'accord. Il y a un compte pour l'école de la bourse. Okay. Il y a mon propre compte personnel et le compte des investissements de croissance de la famille, projet. Okay. Donc, ce dont on va parler maintenant, c'est la rente. Tout à l'heure, on parlait des dividendes, tout. L'autre compte, c'est pour les projets. Maintenant, pourquoi tu décides de segmenter comme ça? Est-ce que toute personne qui veut se lancer devrait, par projet, avoir un compte titre? C'est pour mieux mesurer le résultat. C'est-à-dire, quand tu prends un compte, que tu dis ce compte est pour mes enfants, il peut pas en même temps construire ta maison. Sinon, il va plus rien rester pour les enfants. Mais est-ce que c'est parce que tu as une stratégie différente par contre? Oui, ce sont des stratégies. Construire, c'est financement de projet, c'est stratégie de croissance, capital. Payer des factures, c'est stratégie de rente. Donc, quand tu définis ce qu'on appelle un objectif d'investissement, ça induit une stratégie. Donc, toi, tu peux venir vers moi pour me dire, voilà, tous mes objectifs. Je vais te dire, ça, c'était stratégie, ça, c'était stratégie. Ça implique différents comptes. Okay. Maintenant, tu peux mettre tout ensemble, mais après, tu vas mesurer le résultat comment. Moi, je veux pas que les gens se retrouvent avec, j'ai gagné de l'argent, mais je me suis perdu dans mon argent. L'argent des enfants, c'est l'argent des enfants, qui est différent de l'argent de la maison ou même de la retraite. Vous pouvez créer autant de comptes titres que vous voulez. Ouais. Alors, on va demander c'est quoi les frais sur les comptes titres. C'est pas très grave. C'est pas beaucoup, quoi. C'est pas beaucoup d'argent. Okay. C'est pas... Ça, c'est intéressant. Donc, je peux me dire aujourd'hui que bon, j'ai besoin d'avoir juste un compte titre qui va me permettre de payer mes factures. Voilà. C'est un peu ce dont on va parler. Ça, on va parler. Donc, du coup, je me lance dans une stratégie de rente. Et puis, chaque mois, les dividendes me permettent de payer mes factures. Les dividendes sont payés chaque année. Mais tu mensualises le montant. Et puis tu fais. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'au lieu de sortir l'argent de votre salaire pour faire tout ça, vous pouvez dire, bah, j'alloue des comptes titres, je mets de l'argent une fois. Votre salaire. Moi, aujourd'hui, je sors pas d'argent pour scolariser les enfants. Ah, ça, c'est bien. Je sors pas d'argent pour les dépenses de santé. Je sors pas d'argent pour le carburant, pour la maintenance du véhicule, CU, SODECI, canal, internet. Pour rien du tout. En tout cas, pas pour ces choses-là. Pour ces choses-là. Donc, imagine-toi un salarié normal qui n'a plus toutes ces dépenses-là. Donc, moi, mon message, c'est de dire, pourquoi vous vous contentez d'une seule source de revenus, alors que vous pouvez en avoir plusieurs et d'autres qui ne vous engagent pas. Vous n'êtes pas à vous lever. Moi, je vais pas travailler à Total. Ils m'ont jamais vu. Je vais même pas aux AG. Ils connaissent même pas. Ils me connaissent même pas. Les investisseurs, c'est parce qu'ils sont sortis à la télé. Sinon, là, c'est l'endroit où tu as des gens qui gagnent de l'argent et qui n'ont même pas besoin de faire un post Facebook. C'est ça. C'est notre argent qui travaille. On n'est pas des entrepreneurs. Donc, tu fais ce que tu as à faire. Tu travailles pour Jean-Yves, tu as cette émission, tu travailles pour je sais pas quoi. Tu fais ce que tu as à faire. Et ton argent travaille à côté. Et à la fin de l'année, tu tiens un bilan. Et ce que tu as gagné là, absorbe tes factures. Tu commences, tu cibles quelque chose, tu cibles par un enfant. Ça saute. Et puis après, tu cibles autre chose. Ok, prenons le compte où tu as mis les 30 millions. Tu as gagné combien sur le temps? Ça, c'est le concret maintenant. Tu as commencé à investir à partir de quelle année? C'est vrai que tu m'as montré les chiffres, on a vu, on en a parlé. Mais là, tu as gagné combien sur la période pour qu'on puisse voir concrètement Donc, ce compte-là a été ouvert en avril 2018. 2018, ok. Donc, il faut savoir que comme c'est de l'investissement, il n'y a pas une contrainte de montant chaque mois. Donc, tu mets ce que tu peux. Faut que les gens comprennent bien ça. C'est pas chaque mois je dois mettre. Tu mets ce que tu peux. Mais c'est bien de mensualiser, d'avoir un montant. Oui, c'est bien de mensualiser pour se driver. Okay. Mais je veux parler de la contrainte. Parce que souvent les gens disent, ah, mais, et si je peux plus? En assurance, tu sais que si tu peux plus, tu perds ton argent, hein. C'est ça. Dans certains contrats. Avant une certaine date, c'est à fond perdu. C'est pas le cas en bourse. Ce que tu auras mis là, c'est ce que ça va produire. Il n'y a pas de fonds perdus. Mais si tu t'entends avec une SGI pour dire que tu vas mettre tel montant chaque mois et que tu fais un virement, voilà. Ça roule. Le jour ça vient pas, ils vont pas t'appeler. C'est sûr. C'est pas de l'assurance en fait. C'est ça. Donc moi, je n'ai pas des montants. J'explique ça pour expliquer. J'ai pas des montants chaque mois que je peux te dire chaque mois je mets telle somme. C'est chaque année, comme tu as vu dans le tableau, c'est des montants différents en fonction de ce que je gagne. C'est ça. Donc quand je réponds aux questions, je réponds aux questions en fin d'année. Donc, en fin 2023,
il y avait 18,5 millions engagés sur le compte des enfants. 18,5 millions investis. Voilà. Avec tout ce que... Après, je vais expliquer. Okay. Voilà. Ça, c'est pour ta réponse sur le capital. D'accord. Au moment où on fait cette émission, donc, on va sur fin 2024. On est à 29 millions et demi. Je vais compléter les 500 000 pour faire 30 millions. Donc, pour la question des montants, je ne vous réponds comme ça que parce que on n'a pas d'obligation mensuelle. Je vous dis pas chaque mois je mets telle somme, on n'a pas d'obligation mensuelle. Mais je peux vous dire en fin de chaque année combien est engagé. C'est ça. Ça c'est dit. Deuxième idée, combien ça produit. Donc quand tu prends les 18,5 millions de fin 2023, ça produit 6 millions. Donc quand le compte études de tes enfants produit 6 millions, est-ce que ça peut les scolariser? Si c'est la scolarité, ça va. Ouais, je dirais pas c'est un détail, mais c'est plus un sujet, tu vois. Donc tu as un investissement que tu fais sur la rente, et puis de temps en temps tu fais du trading, c'est pas interdit. C'est sûr. Tout ça, ça donne les gains, et puis après tu fais une demande de retrait, c'est un mail. Donc après je vais te montrer les mails, tu fais ça en décembre, tu dis bon, j'ai gagné telle somme, envoie-moi telle somme, et puis tu pilotes ton année avec ça. C'est ça. Donc cette année, au moment où on fait cette émission, on est à plus de 10 millions de gains nets encaissés. Encaissés sur voilà. toute la période. Sur de janvier à fin août. Fin août, oui. Sur le reste de l'année, normalement, je devrais toucher les 12. OK. Donc, je peux dire, s'il y a d'autres émissions l'année prochaine, fin 2024, 30 millions aura produit 12. 12 millions, ouais. Et on avance comme ça. Donc, chaque compte, tu as ce que tu mets, tu as ce que ça produit, et tu as ce que tu en fais. OK. Mais là, tu as ce niveau de rentabilité qui frôle les 40%, voire plus, parce que tu fais aussi un peu de trading dedans. C'est pas interdit. Oui, OK. C'est pas interdit, OK. En fait, on segmente pour que vous compreniez. C'est-à-dire, on dit, il y a rente, croissance, trading. Ça, c'est pour la pédagogie. C'est ça. Dans la pratique, là, on faut faire les études. On dit, celui-là, il peut croître de 40% d'ici X mois pour telle raison. OK. Tu es rentier, tu peux faire aussi, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Et ça complète tes gains. Inversement, un trader encaisse des dividendes. C'est pas interdit. Donc, on découpe juste pour que vous compreniez. Mais dans la pratique, Warren Buffett, là, il lui arrive de faire des trades. C'est sûr. Tu vois. Donc, comprenez juste. Et puis après, chacun fera. Mais la question que plus vont se poser, c'est de se dire, mais combien de temps il faut passer oui, ça c'est une question intéressante. Moi, c'est on se dit, bon, j'ai pas envie de passer toute la soirée ou toute la journée. Non, donc, quel est le temps à peu près qu'il faut allouer par ces investissements boursiers? Par jour, si on raisonne en jour, je dirais 15 minutes. 15 minutes par jour. Et ces 15 minutes par jour, c'est pour quoi? C'est pour checker? 18 heures, le bulletin sort. D'accord. Le bulletin de la cote sort. Donc, à 18 heures, quand le bulletin sort, quand je dis 15 minutes, c'est pour lire le bulletin. OK. Donc, si tu raisonnes en jour, 15 minutes. Tu raisonnes en semaine, je dirais 1 heure. D'accord. Donc, ça te permet de lire les bulletins de la semaine et de comprendre justement qu'est-ce qui s'est passé et comment orienter tes investissements de la semaine. OK. Donc, ça, c'est si tu investis dans la semaine. Si tu ne comptes pas investir dans la semaine, tu peux même skip les Non, il faut se tenir informé. Okay. Voilà. Parce que c'est dans les bulletins qu'il y a les publications des entreprises. D'accord. Les entreprises ne vont pas vous envoyer les mails pour vous dire voilà mes chiffres. Elles envoient à la BFM qui met dans ces bulletins. Okay. Donc, quand tu es un investisseur, soit tu lis le bulletin chaque jour, soit tu le lis chaque semaine. Okay. Et donc, quand tu le lis, tu vois que, Onatel a donné ses chiffres, tel a donné ses chiffres, et tu conduis tes investissements de la semaine. Donc, c'est ce que nous on fait le dimanche, quand on fait les séances, 16h, 17h30. C'est de faire, je pense, cette revue-là, pour dire voilà ce qui s'est passé. Et puis, quand on dit lundi, chacun sait ce qu'il doit faire. Il doit faire. Mais on peut aussi, en day to day, te donner 10 minutes pour regarder et puis prendre des. Donc, c'est pas un truc qui est chronophage. C'est un truc qu'il faut comprendre. Dès que tu comprends, tu sais, comme tu dis, rente, voici ses critères. Trading, voici ses critères. Quand ça se présente, tu vois. Maintenant, après, pour donner des ordres d'arbitrage, c'est pas compliqué. Tu envoies un mail à la CGI, même à la pas LGI, un mail, ton téléphone. Depuis ton téléphone. L'application, voilà. Donc, il y a des LG qui ont des applications. D'autres ont des sites mobiles. Moi, il faut envoyer mail encore. Donc. Voilà. Et il y a des LG qui sont encore au mail. Il y en a même une qui demandait qu'on se déplace. Ah oui. Pas dire le nom des gens. Faut dire, je pense que je l'ai connu. Voilà. Donc, quand tu es sur le marché, tu dois juste te renseigner. Si on te demande de te déplacer, que tu penses que tu peux te déplacer, tu y vas. Mais pourquoi se déplacer? Donc, faut pas ouvrir ses comptes n'importe où et puis après avoir des contraintes inutiles. Aujourd'hui, sur le marché, on a même des gens qui ont le mobile money. Okay. Il faut le savoir et puis ouvrir des comptes qui vous facilitent la vie. Ça, c'est bien. On va aborder
une autre thématique forcément où on va peut-être me taper dessus. Immobilier versus bourse. Quand la diaspora veut investir en Afrique, la première chose à laquelle elle pense, c'est l'immobilier. Parce que c'est l'investissement qui est censé être le plus sûr, le plus mature, où on ne perd pas beaucoup d'argent, encore entre griffes, parce que tout dépend de la stratégie. Vraiment. Voilà, tout dépend de la stratégie. Vraiment. Et derrière, plusieurs autres raisons qui poussent les gens à plus choisir l'immobilier. Est-ce que les gens auraient plus intérêt à investir dans la bourse plutôt que l'immobilier, selon toi, et pourquoi? L'avantage que j'ai, c'est que je suis dans les deux domaines. Ok. Et les gens vont dire, oh oui, mais tu préfères la bourse. Comme tu es financier, en tout cas, tu es analytique, tu raisonnes. On va faire, j'aime vraiment la question. Pour la première fois, ça c'est une interview, on a de nouvelles questions. Une étude comparée bourse immobilier en Afrique. D'accord. Et pour te répondre avec la conclusion, l'immobilier en Afrique est plus risqué et moins rentable que la bourse. Ça, je te réponds avec la conclusion. Je te donne la conclusion. Donc, on va commencer. Tu vas te faire des ennemis, hein? Bon, moi, je suis financier. Je vais te donner mes éléments. Donne tes éléments. Et puis, maintenant, en commentaire, on va tous regarder. On va parler d'abord du risque. Je sais pas si tu connais le nombre de terrains qui sont immatriculés en Côte d'Ivoire. Taux. Je sais qu'il y a pas beaucoup. Bloomfield a fait un podcast en 2019 dessus. 1%. 1% de tous les terrains. Octobre 2019. Je sais pas s'ils ont supprimé. Ils ont fait un webinaire. Ils faisaient des webinaires thématiques. Ils ont fait un sur l'immobilier. Wow. Ils ont expliqué toute la politique depuis au fouet. 1% des terrains sont immatriculés. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on a eu une faillite en 20 ans. Oui. Jean-Yves, tu es quelqu'un d'analytique. Un domaine où 1% des actifs détiennent des titres de propriété versus un autre où on a eu une faillite en 20 ans. Quel est le plus risqué? Faut que les gens arrêtent de lire Kiyosaki. C'est ça. En oubliant qu'ils sont en Afrique. J'ai pas de problème avec Kiyosaki. On a tous lu Kiyosaki. Mais vous n'êtes pas aux États-Unis et lui n'est pas en Afrique. C'est clair. Donc ce que vous lisez là, il n'a pas écrit en pensant à nous. Et vous pouvez pas donc prendre ça et puis venir comme si c'était les mêmes réalités. En Côte d'Ivoire, Bloomfield, webinaire, octobre 2019, 1% des titres et des terrains sont immatriculés. Mais ça, c'est au niveau du foncier seulement. Voilà, je vais te répondre sur tous les niveaux de l'immobilier. Ok, on y va. Quand vous achetez du foncier, vous avez 99% de chances d'entrer dans une procédure contentieuse. Puisque l'État qui est l'arbitre peut pas dire qui est le propriétaire. Ça c'est vrai. Ça, c'est une vraie problématique qu'on a malheureusement dans le pays. Donc, vous pouvez pas me dire qu'un domaine comme ça est moins risqué qu'un autre où il y a eu une faillite en 20 ans. Ça, c'est factuel. Maintenant, je vais lire les commentaires comme toi. Et puis, on va voir. Et puis, tu vas voir. On avance sur la partie construction. Moi, je suis multipropriétaire. J'ai des terrains, j'ai des maisons. Quand j'ai pris mes maisons, le promoteur s'est engagé à faire toute la maison. Puis après, il n'a pas fait. Donc, tu viens, tu visites, c'est pas fait. Et puis après, il dit non, c'est-à-dire que si on fait, on va mal faire. Donc, on va s'entendre sur un genre de... Vous allez prendre de gros œuvres et puis on va vous donner un chèque de compensation. Maintenant, tu as vu sur le marché, la plupart communiquent honnêtement aux gros œuvres. Donc, tu te retrouves avec des projets immobiliers où tu te dis tu vas payer 45 millions, tu vas payer 25 millions, tu vas payer je sais pas combien de millions. Et puis après, on se retrouve avec chacune de nos maisons coûtait 15 millions 6. Pour finir, ça fait 13 millions. Tu te trouves avec le double du prix. C'est ça. Toi qui fais rentabilité. Quand un investissement est censé coûter 15, qui finit par 29, ça donne plus le même taux de rentabilité. Donc, Youssouf Karus, dans un podcast de SOA, l'a dit, l'immobilier ici, le taux de rentabilité, on est pour les meilleurs, c'est les taux de pour les meilleurs à 9. Je t'ai dit que le taux de rendement de départ chez nous est à 10. C'est de la finance, les gars. C'est pas un débat. Maintenant, si vous me sortez des taux de rentabilité qui sont à... Après, on va parler de stratégie immobilière et tout. Mais ceux qui sont dans le domaine vont te dire, on fait du 8, on fait du 9. Prenez le BOC maintenant, regardez les rendements de la bourse. Vous allez retrouver du 10, du 11 et, comme j'ai dit, qui est en croissance. Donc, sur l'angle de la propriété foncière et des risques rattachés, comme sur l'angle du rendement, du placement, les chiffres qu'on a ici sont meilleurs côté bourse que côté immobilier. Maintenant, tu es comme le vis-à-vis du débat. Qu'est-ce que tu en penses?
Bon, moi, après, on a quasiment les mêmes avis dessus. C'est clair qu'en termes de rendement, on va plus s'orienter vers la bourse. Maintenant, certains vont dire, bon, la pierre, ça prend de la valeur avec le temps. Surtout dans un marché spéculatif comme celui de la Côte d'Ivoire où tu peux acheter ton bien aujourd'hui à 50 millions, le revendre à 500 millions parce que des gens ont du cash, vont à brûler. Donc, on aura tendance à aller vers là en se disant, au moins, la pierre est là, ça va jamais tomber, ça va pas fluctuer. Parce que ça aussi, c'est un autre avis de ceux qui sont pour l'immobilier. La bourse peut fluctuer, ça peut perdre. C'est ça, on dit, ah bah, maintenant même ça tombe. Donc voilà. C'est compliqué, tu vois. Voilà. Maintenant, les immeubles tombent partout. Voilà. On se dit que un immeuble peut rester le plus longtemps possible. Et de même, c'est de la rente aussi pour les enfants et les générations. Quel est le rendement de cette rente-là? Tu vois. Forcément, mais après, ceux qui investissent dans l'immobilier, est-ce que c'est vraiment pour une histoire de rentabilité? Ça, c'est une autre question. Et quand je reprends les mots de Youssouf Karus, il dit, il y a un affect, quelque chose qui me plaît, j'aime. En fait, je pense que l'Africain a besoin de posséder. Moi, je suis financier. De posséder. Je veux ramener les gens à des chiffres. C'est ça. Je fais pas la bourse parce que j'aime ça. Je fais la bourse parce que ça me rapporte de l'argent. C'est sûr. Donc, je veux juste dire, tu peux faire de l'immobilier. Ça va prendre la valeur. Tu me sors le taux de comment ça s'appelle? Valorisation. Et puis on réfléchit. Mais tu peux pas juste dire ça et puis on n'a qu'à croire. Donc, je vais mettre des chiffres pour que tu vois. La prise de valeur des actions, puisque là, on a les chiffres. Une action prend aussi de la valeur. C'est ça. Faut qu'on le dise aux gens. Non, mais c'est ça. Cette prise de valeur-là dépend maintenant de chaque entreprise. Mais je vais donner 3 exemples pour que les gens comprennent. Tu as des prises de valeur circonstancielles du fait, par exemple, d'un événement comme la CAN avec Servère. Oui. Servère coûtait 1200, 1250 en début d'année. Ça coûte 2600 actuellement. Ça fait du 100% en moins de 12 mois. Donne-moi une maison qui fait du 100% en moins de 12 mois. Donc, la bourse est différente de l'immobilier parce que la prise de valeur fonctionne différemment. Tu as des prises de valeur longues, tu as des prises de valeur courtes, donc tu as le choix. C'est clair. Donc, tu as du 100% en 12 mois qui s'est déjà passé. On élargit l'horizon, on va prendre les BOA, du juillet 2019, 3000, actuellement, BOA Côte d'Ivoire à 9000, tu as du 300% en 5 ans qui s'est déjà passé. Société Générale, tu te mets en 2005, tu te mets en 2024, tu es sur du 1500%. Tu connais combien de maisons qui coûtaient 30 millions, qui coûtent maintenant 450 millions? Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que sur tous les horizons, on peut vous donner des chiffres. Quelqu'un peut dire, je veux faire la bourse pour 3 mois. On peut vous dire, bon, c'est pas recommandé, mais en 3 mois, voilà des choses qui se sont passées. On peut te donner la même réponse sur 20 ans. Donnez-moi les chiffres de l'immobilier. Bon, après, je fais la même analyse comparative avec le business de VTC. On fait pas finance. Ce sont les mêmes conclusions. Je reviens sur mon métier. C'est sûr. Je suis financier. On fait pas finance avec les opinions. On fait finance avec les chiffres. Je vais bien débattre avec n'importe quel gars de l'immobilier. Je suis dedans. J'ai du foncier, j'ai des maisons. Je vais appeler Yann Amon. Yann Amon, c'est mon gars. Vous allez être là et puis on va débattre. C'est mon gars. Moi, je suis du même avis que toi. C'est pour ça, moi, je fais du business. Je veux juste les pousser à donner des chiffres. Et quand ils vont donner les chiffres, ils vont voir eux-mêmes que chiffre contre chiffre, partout sur Terre, la bourse rivalise avec l'immobilier. Chiffre contre chiffre. Aux États-Unis, partout, les deux, ils sont aussi rentables l'un que l'autre. Maintenant, qu'en est-il avec l'immobilier, on a la possibilité de prendre un prêt pour construire. On peut faire ça pour la bourse aussi. On peut nantir les comptes titres. On appelle ça nantissement. Ok, donc tu prends ton compte titre, tu nantis et la valeur du compte titre. C'est comme quand tu mets ta voiture en garantie et tout ça. Sauf que l'avantage qu'on a, c'est qu'on nantit sur la valeur du portefeuille, pas sur la valeur de ton épargne. Donc, si tu avais mis 30 millions, comme dans mon cas, et que c'est devenu 55, ces 55 là, eux, ils voient pas 30. Ils voient pas 30. Donc, ils vont réfléchir sur 55. Donc, la prise de valeur augmente théoriquement ta capacité à lever. C'est clair. Tu vois. Donc, les deux aussi ont ce caractère-là. Donc, au lieu de se fatiguer, parce que les gens ne voient pas, en fait, la première réaction des gens, c'est, je vais construire un immeuble, c'est le plus sûr. Mais pourtant, t'as tous les problèmes lors de la construction, t'as les arnaques, tu as les difficultés, tu as la sueur. Ça devient tellement risqué
pour un investissement qui était censé ne pas être risqué, alors que tu prends les mêmes 400 millions, 500 millions que certains dépensent pour construire un immeuble, tu les mets en bourse, ça te rapporte beaucoup plus et tu peux le nantir pour prendre un investissement maintenant pour construire ton immeuble ou autre chose. Quand tu disais plus sûr, je vais te poser une question. Tu n'es pas historien, mais est-ce que tu connais quelqu'un qui avait un immeuble en 1920 qu'il a toujours en 2024 là, qui paye ses loyers, qui encaisse ses loyers normalement? C'est pas toujours le cas, on sait pas. Voilà. Statistiquement, si on en trouve, ils sont très peu. Je te le dis, Coca-Cola paye des gens depuis 1920. Quand on me dit c'est plus sûr là, je me demande est-ce que les gens comprennent même ce qu'ils disent? Entre une entreprise et un bâtiment, qu'est-ce qui dure plus? Non, le plus sûr, le plus souvent, parce qu'on se dit une entreprise peut faire faillite, tu vois. Un bâtiment, les bâtiments de 1920 là, ils peuvent aussi tomber. Donc, non mais le débat est clos, c'est même pas un débat parce qu'on est du même avis dessus. Aujourd'hui, je dis juste aux gens, Société Générale paye des dividendes sur 20 ans sans interruption. Toutes les difficultés que les gens ont eues en immobilier avec les crises, avec tout ça, les gars de Société Générale là, ils ont été payés et le capital a fait du x15. Donc, je vous dis même pas d'opposer les deux. Là, j'ai fait le débat parce que il fallait faire le débat. Mais moi, je suis dans les deux. Je vous dis juste, quand je suis face à Yann Amon, face aux autres, de compléter. C'est tout. À votre patrimoine, à votre éducation financière, les entreprises. En plus des bâtiments, les entreprises. Et vous-même, vous allez tirer un bilan dans 10, 15, 20 ans. Vous aurez peut-être votre bâtiment, mais vous aurez Société Générale qui faisait 6 milliards de bénéfices en 2005, qui en a fait 96 l'année passée. Donc, vous n'avez rien perdu. Mais les gens veulent raisonner en opposition. C'est comme ils ont fait salarié entrepreneur. Ils ont opposé les deux. Ils ont opposé les deux. Ça, c'est un débat dans lequel on va pas rentrer. On était salarié entrepreneur. Pourquoi vous opposez les deux? C'est possible. Non, c'est parce que le monde est fait de dualité. C'est peut-être pour le fun. Pour le fun, on fait les débats. Mais à la fin de la journée, vous n'avez pas à opposer bourse et immobilier. Vous devez tirer le meilleur de chacun pour construire votre stratégie financière. Exactement. Moi, c'est ce que je fais de toutes les façons et je pense que c'est ce que je vous conseille aussi à faire. Et là, vous voyez que ce n'est pas vraiment compliqué d'investir en bourse. Il faut juste avoir la bonne stratégie en fonction de son objectif et puis bien se former. Et c'est là où on arrive. Toi, aujourd'hui, tu aides les gens vraiment à investir en bourse pour même les plus nuls de chez nuls. Bon, entre griffes, parce que nulle personne n'est nulle. Mais les personnes qui n'ont jamais fait de bourse, d'investissement en bourse, tu peux les accompagner à investir en bourse. Et c'est en ça que bon, c'est intéressant avec toi parce que on est en train de discuter. Dans les prochains jours, on va voir, on est en train de mettre un produit en place pour accompagner vraiment la diaspora à investir en bourse sur la BRVM. C'est important, je pense que pour toutes les raisons qu'on a citées. Et puis 2, on contribue également à l'émancipation, à l'évolution et à l'expansion de nos entreprises locales. Donc, on en parlera dans les prochaines vidéos. Il viendra certainement en live. Et puis, on vous donnera des informations sur comment vous pouvez faire pour investir en bourse sur la BRVM. Tu as un parcours très intéressant aussi parce que tu étais salarié et tu as transité un peu grâce à la bourse, à l'école de la bourse. Aujourd'hui, tu es 100% entrepreneur. Comment s'est passée la transition et quels sont les conseils que tu donnerais à tous ceux qui veulent faire la même transition? Déjà, quand j'étais salarié, je l'ai été pendant 14 ans. 14 ans salarié? Oui. Pas dans la même entreprise? Non, j'ai fait 2 boîtes. En 14 ans? La première tu es plus fidèle que moi. Ce sont les stages. Non, en Afrique, on est fidèle en général. C'est pas faux. C'est vrai, parfois j'oublie ça. C'est pas la même culture professionnelle. Okay. Donc, quand on a fait 14 ans de salariat, dont 10 dans une institution internationale, on a quand même la programmation du salariat, la programmation de sécurité, la programmation de garantie. Donc, je vous rassure que je comprends très bien quand vous avez peur de tout ce dont vous avez peur. Sauf que il faut planifier ça. Il faut planifier ça. Donc, si vous voulez vraiment devenir entrepreneur, moi, ce que j'ai fait, c'est de mettre en place une organisation pour que, qu'est-ce qui nous fait peur au fond? C'est qu'on puisse pas faire face à nos engagements. À la fin de la journée, si quelqu'un est assis chez lui, que tout est payé, que son affaire ne marche pas, ça va lui faire mal que son affaire ne marche pas. Mais c'est qu'il n'y a pas de conséquences. C'est quand tes affaires ne marchent pas et que tes enfants ne vont pas à l'école, c'est là que ça fait mal. C'est clair. Donc, c'est de créer une organisation où
les engagements sont couverts et ça permet une transition plus apaisée. Maintenant, comment on couvre ces engagements-là? Il y a deux façons de faire. Moi, j'ai procédé en créant l'entreprise en étant salarié. Donc, l'école de bourse était créée en novembre 2015. J'étais salarié. J'ai piloté l'entreprise, j'ai une comptabilité, j'ai tous mes chiffres depuis la création de la boîte, en vue qu'elle soit capable de payer mon salaire. Donc, quand je fais la transition janvier 2023 pour devenir entrepreneur, l'école de bourse a atteint la taille nécessaire pour me verser l'équivalent de mon salaire. Toi, c'était l'équivalent de ton salaire. D'autres vont dire le niveau de tes dépenses, par exemple. Non, le déclic, tu voulais quand même atteindre ton niveau de salaire avant de partir. Mais au fond, je veux clarifier une idée. Il faut bien gérer les entreprises pour distinguer les charges de l'entreprise de ton bénéfice. Ah, forcément. Donc, comment je parle de salaire, je suis une dépense pour l'école de la bourse. Le bourse me paye un salaire. C'est différent du bénéfice de l'entreprise. Oui, ça, on est d'accord. Donc, tu vois que quand tu fais la transition en étant propriétaire d'une entreprise qui est capable de te payer et puis le bénéfice est encore à toi, tu as plus que la couverture apparente. C'est ça. Puisque tu as encore accès aux bénéfices. Ça, c'est un. Tu as vu avec la bourse ce qui s'est passé. Donc, la bourse prend en charge des éléments de plus en plus importants chaque année. Tu as cette deuxième couverture là. Et la troisième couverture, c'est l'immobilier. Les gens disent, je vais démissionner, je vais faire un business. C'est maintenant comment je vais payer mon loyer? Achète ta maison déjà. Ah, toi, non, là, c'est là, on aura un autre débat. Moi, je vis dans ma maison. Toi, tu as acheté ta maison. Je suis dans ma maison. Donc, je suis pas en train de réfléchir en termes de loyer. Donc, quand tu fais toute cette organisation, quand tu dis tu vas en janvier 2023, tu as moins de questions que la plupart des gens. Okay. Parce que tu as déjà une entreprise qui a un résultat qui te paye ton salaire. Tu as les dividendes qui absorbent des dépenses indépendamment du salaire et tu as des engagements qui ont disparu comme le loyer. Ok. Est-ce que pour toi, c'est une condition sine qua non d'avoir sa maison avant de quitter le salariat? Je ne dirais pas sine qua non, mais tu le sais mieux que moi. Le salariat a sa charge mentale, l'entrepreneuriat plutôt, a sa charge mentale. Quand j'ai vu ton podcast avec Bruno Bellinga, il en parlait des tensions à 17, des tensions à 20. Donc, il faut que tu comprennes que l'activité dans laquelle tu te lances est tellement engageante que tu ne dois pas revenir encore après réfléchir comment je paye mon loyer, comment je choisis mes enfants. Tu vas effectivement mourir. En tout cas, tu vas pas faire long feu. Moi, je suis pas de ceux qui se mettent dos au mur pour avoir de l'énergie là. Ça tue. Donc, il faut au moins se dire comment je m'organise pour que les engagements soient couverts et que j'ai l'esprit dégagé pour travailler sur mon business. Okay. Et non être là et puis en même temps je pense à mon business, en même temps je pense à mes factures. Je suis pas productif. Ok. Tu vois. Je vois, ça c'est ta stratégie. Mais au lieu d'avoir ou d'être propriétaire de sa maison, on peut être propriétaire de quelques appartements qui sont en location, qui génèrent de l'argent. Et cet argent-là va couvrir le loyer, par exemple. Ça, c'est Kiyosaki. Bah, ça, c'est ma stratégie. On peut faire la vérification. Oui. Non, en fait, je suis rentré dans l'immobilier avec ça. Avec ces idées-là. Comme il dit, on a tous lu Kiyosaki, on a tous fait les formations en immobilier. Le truc, c'est que c'est pas applicable aussi littéralement qu'on le dit. Maintenant, peut-être on a Après, tout dépend de la stratégie. C'est très important. Si tu fais une stratégie location longue durée où tu as un locataire qui est dans ton appartement tout le temps, mais c'est ça qui est courant. Les défaillances sont beaucoup plus grandes. C'est ça qui est par courant. contre, tu fais du meublé où les gens sont là pour des courtes durées. Ça, c'est autre chose. Si tu remarques dans l'écosystème. Ici, moi, c'est ce que je fais depuis, donc c'est plus différent. Ici, moi, je suis pas sorti du pays. D'accord. J'ai sorti du pays, j'ai fait le Burkina et autres, mais j'ai pas fait l'Occident, voilà. D'accord. Donc, quand je parle, les gens d'ici me comprennent bien parce que je suis comme eux. J'ai vu ici et j'ai vu ce qui fonctionne ici. Location meublée, c'est arrivé récemment, ça fait peut-être 10 ans. C'est clair, ouais. Donc, c'est maintenant qu'on aura les chiffres et que certaines personnes font le switch. Mais sur la partie location simple, le retour d'expérience que moi j'ai eu, comme je dis, je suis multipropriétaire. Donc, nous, nos maisons, on les achète où? On les achète dans les promotions immobilières. Elles sont où? Elles sont à la périphérie de la ville. Donc, tu te retrouves avec des gens qui ont des biens, mais qui peuvent pas les louer. Oui, ça, c'est une autre problématique que je vis ici. Kiyosaki n'en parle pas.
Il faut pas pour juste... les adeptes de Kiyosaki. Faut pas juste Donc, lire ça littéralement. Il n'est pas ici. C'est Lui, ça. quand il achète comme toi, quand tu achètes en France, tu loues immédiatement. Nous, moi, mes maisons, moi, je suis à Bingerville, je suis au bord de la lagune. Mais tu pars pas sur une... Tu vois que... Ouais, tu vas pas sur une stratégie de maison. Là, du coup, c'est des appartements. Bon, après, c'est différent. Oui, Ouais. Mais il faut si savoir. tu prends des appartements, tu les prends dans un immeuble, tu les prends au Exact. centre-ville, tu les prends à un prix. Un prix, ouais. Ici, si tu remarques, même avec tes revenus, ce tangle-là t'aurait coûté cher. Tu vois. Alors que apprendre des maisons dans les promotions immobilières, c'est plus facile, c'est plus moins cher, c'est plus accessible. Il y a tu vois. longtemps, moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, Voilà. j'ai acheté des appartements plutôt que de construire ou des maisons. J'ai acheté des maisons. Mais ça t'a tu vois. coûté plus cher. Oui, ça a coûté forcément Voilà. plus cher. Donc, faut avoir les fonds Donc, nécessaires pour... c'est tout ça que on met dans la balance et puis on dit aux gens, acheter pour faire habiter quelqu'un dedans. Dans les livres de Kiyosaki, là, on a tous compris ça. Il faut bien Mais le faire. dans ton contexte à toi, tu dois bien regarder le temps entre le moment où la société te livre avec tous les problèmes que j'ai cités et le temps où l'endroit est habité. Et c'est parce qu'il sera habité que le locataire va venir là. C'est ça. Sinon, le locataire vient pas dans un endroit où il est... Non, mais... où il est seul. Il y a plusieurs... Moi, je donne une cité, il y a 1700 maisons. Quand on est arrivé, on était 200. 200, ouais. Parfois même 200. moins. Actuellement, on est 350. Je te dis, les gens ont acheté les maisons, ils ont fait allouer, il n'y a pas locataire. Qui va venir vivre au bord de la lagune? Non, c'est pas... Donc, Encore imagine-toi maintenant s'il y avait un prêt immobilier. immobilier dessus. C'est pour ça C'est tout ça, la notre- stratégie est très C'est importante. tout ça comme tu notre dis. immobilier. C'est pour ça que je dis aux gens, je suis pas contre l'immobilier, je fais de l'immobilier, j'ai des biens immobiliers. Mais je vais pas venir vous raconter des choses pour vous faire, ça fait chic. Non, mais attention, il y a la stratégie qui compte. C'est important de le dire. Si tu rentres dans une stratégie de juste location longue durée, va pas sur tu peux aller sur des maisons et tout, mais tu vas pas en tirer le maximum profit. Mais si tu pars sur une stratégie courte durée, où tu investis plus dans des appartements. Même ici, quand je dis aux gens, j'achète des appartements, ils attrapent leur tête. Comment tu achètes appartement? Faut acheter maison. Mais la maison, soit tu la prends en off-plan, comme on dit, ou sur-plan. Et puis, tu as tous les problèmes de livraison et tout. Ou bien elle est trop grande, tu investis beaucoup d'argent dedans et après, tu n'as pas les revenus que tu veux. Donc, c'est pour ça, moi, je suis plus une stratégie d'appartement Moi, et en en tout cas, courte durée. Bah bon. J'attends de vous, toi, Yann, Guillaume, Yobo et autres, Tout ça. le narratif de l'immobilier qui fonctionne ici. Ok, on va faire Parce ça. que les gens prennent le narratif de Kiyosaki Et puis, se la créent des non, problèmes aussi. non, faut pas le faire, c'est clair, faut le vivre. Donc, toi, tu dirais à la personne qui est en train de qui veut quitter le salariat, de se De créer mettre du en coup- place, en tout cas, des éléments Ok. pour qu'il puisse se concentrer sur son entrepreneuriat. D'accord. Sachant que quand même quelques questions sont traitées. C'est sûr. Certaines personnes maintenant, pour ce point-là, vont raisonner en stock. Et on te dit, j'ai 6 mois d'épargne, ayez 12 mois, ayez 24 mois. Moi, je raisonne en flux. Donc, ayez une source de revenus qui compense des éléments C'est ça. et qui fait que vous n'êtes pas trop dépendant de l'entreprise qui n'a même pas encore commencé à décoller. Ça, c'est pas faux. Tu vois, donc c'est deux réflexions. J'ai suivi beaucoup de podcasts que tu as fait, que d'autres ont fait, où les gens qui ont fait la transition avaient du stock. Donc ils ont dit, j'avais 12 mois, j'avais machin. Tout le monde peut pas avoir 24 mois d'épargne. C'est sûr. Faut se dire la vérité aussi. Donc moi, ma transition, je l'ai fait avec du flux. D'accord. Et la bourse s'y prête bien, comme on l'a vu. Donc, du coup, tu peux avoir plusieurs portefeuilles boursiers. Chaque portefeuille qui a un objectif bien précis, qui couvre une dépense bien précise. Voilà. Et comme ça, tu as la liberté de faire ton Tu entrepreneuriat projettes, si c'est tranquille. dans 5 ans, on a tous les taux, on t'explique dans 5 ans, tu mets ça, tu peux dégager ça, tout. Ok. Ça te donne une idée par rapport à ton lifestyle. Et tu dis, bon, si je transite, j'aurais peut-être que telle chose à payer. Ok, je peux m'engager du temps Ok. dans ça, tu vois. Bon, moi, j'ai fait ça avec le business et l'immobilier, mais c'est pas le sujet du jour. Donc, quel serait ton dernier mot pour tous ceux qui nous regardent encore, qui hésitent à investir en bourse, qui se disent, oui, Brice en a parlé, c'est bien, le gars, il parle bien, il parle clairement, mais moi, histoire de bourse, je suis pas convaincu encore. Non, moi, je leur dirais que tout à l'heure, avant de venir, j'ai eu une discussion avec un prospect qui disait que il n'était pas très chaud pour la bourse parce qu'il trouvait que c'était abstrait. Donc, je vais finir avec cette idée de abstrait, là. Donc, je lui ai pris le cas du vendeur de carburant. Je lui ai dit que, est-ce que le carburant est quelque chose de concret? Est-ce de palpable, de tangible? Il dit oui. On va rentrer dans, Voilà. dans la voiture. Quand tu finis d'avoir le carburant, est-ce que tu payes? Oui, Il dit oui. Il dit donc c'est que la société aussi existe. c'est ça. Il dit oui. Je dis bon, pourquoi quand il s'agit de payer du carburant, le carburant et la société qui vendent
sont palpables. Mais quand il s'agit d'investir, ça devient abstrait. Donc aujourd'hui, moi, je dis juste aux gens, vous êtes des consommateurs. On est dans une société de consommation. C'est vrai. À la fin de ce podcast, Jean-Yves, tu vas payer ta facture d'électricité. Tu vas payer du carburant. Tu vas payer tout ce que tu vas payer. Pourquoi tu ne te mettrais pas dans une position où ces entreprises-là te retournent aussi un peu de ce qu'elles gagnent? Et pourquoi pas de sorte à compenser, toi, tes factures? Pourquoi tu veux être juste là, payer jusqu'à 60 ans? Alors que tu peux aussi payer et recevoir de la même entreprise. Donc quand je lui ai présenté ça comme ça, il a fait un smiley du genre, je réfléchis. Je dis oui. Donc moi je dis juste aux gens, laissez la bourse. Parce que le mot bourse, il y a trop de charges émotionnelles dedans. Remplacez par le mot entreprise. On n'investit pas en bourse. Moi, j'investis dans des entreprises. Warren Buffett investit dans des entreprises. Ces entreprises nous fournissent déjà plein de services. Et elles sont là depuis un demi-siècle. C'est ça. Ou 100 ans même. CFAO. Donc, aussi, qu'est-ce qui dure pas là? CFAO est là depuis 100 ans. Ils n'ont pas encore fait faillite. Ça, c'est un autre sujet. Donc, si je comprends que j'investis dans des entreprises dont je suis déjà client, peut-être que ça va rendre la chose plus simple pour les gens. En tout cas, les Américains connaissent Coca-Cola en tant que produit et en tant qu'entreprise. C'est ça. McDonald's en tant que produit et en tant qu'entreprise. Tu prends les Français, ils connaissent LVMH en tant qu'entreprise, ils connaissent les sacs. Donc moi, je veux juste que les gens connaissent NCA, Coris, Total, en tant qu'entreprise dans laquelle ils achètent tous les produits qu'ils achètent, mais en tant que support d'investissement. C'est ça. Et puis après, chacun encaisse son argent tranquillement. Et bientôt Dabali Express. Voilà, maintenant Dabali Express en tant que produit et en tant que support d'investissement. J'ai appris qu'ils travaillent aussi pour leur entrée en bourse. C'est le projet d'ici quelques années. Et c'est ça, voilà. L'entreprise existe, je suis client et je suis actionnaire. J'encaisse, je paye, j'encaisse, puis je suis tranquille. Après, moi, c'est vraiment ce qui me motive aussi à beaucoup investir en bourse, c'est d'être acteur de l'environnement, de l'écosystème entrepreneurial du pays. On a un compartiment PME qui a été créé et il travaille à sensibiliser les PME. Merci. Donc, peut-être dans quelques années, on aura plein de PME qui vont arriver. Donc, vous croisez Dabali, vous croisez et après, vous les retrouvez, vous virez. C'est ça, en fait. On n'est pas... Je sais pas comment je vais expliquer. On n'aime pas tant le risque que ça. On est juste logique. Tu gagnes de l'argent. D'ailleurs, je suis ton client, je sais. C'est moi qui te donne cet argent-là. Tu peux me ramener un peu quand même. Un peu. Donc, c'est comme un retour de l'ascenseur qui est pertinent, quoi. Bon, écoutez, on a parlé de bourse. On a essayé d'être terre à terre, simple. J'espère que vous avez bien compris avec tous les termes utilisés et expliqués. Mais si vous avez toujours des questions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires et on va se faire le plaisir de répondre à toutes ces questions. Et comme je vous le disais, on est en train de préparer quelque chose de lourd pour vous simplifier la vie. Ouais. On fait tout le travail avant pour que vous puissiez investir en bourse de façon simple, tout en apprenant, c'est important. Donc, on va vous en parler certainement dans les prochains jours. Restez connectés, mais je vous invite vraiment à commencer à mettre une stratégie boursière dans votre stratégie de diversification de vos revenus. C'est très important. Vous pouvez avoir des taxis, vous pouvez avoir des business, mais avoir un compte boursier ou plusieurs comptes boursiers, ça peut vous aider. Donc, merci d'avoir suivi ce podcast. Merci, Brice, pour ton temps. Merci, Jean-Yves. Tu sais que tu es très pédagogue, très clair dans tes propos. Merci pour la fluidité aussi. Et puis, à vous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou un autre podcast. Allez, à plus.